Aujourd'hui, je reçois Michel Prims et Jérémy Grosdidier, cofondateurs de Pristine et Vivide, 2 restaurants parisiens qui incarnent tout ce que j'aime. Une cuisine délicieuse, généreuse et une énergie communicative. Michel, végétarienne depuis ses 12 ans, grimpe les échelons jusqu'à devenir gérante d'un groupe de restaurants au Luxembourg. Jérémy débute la cuisine à 15 ans, décroche le Jules Verne à 18, ouvre 2 restaurants à Nancy avant de tout perdre et de repartir à zéro. Ils se rencontrent au Luxembourg, tombent amoureux et décident d'ouvrir leur restaurant à Paris. En 2022, c'est Pristine, bistrot végétal en circuit court. 2 ans plus tard, ils lancent Vivide, un restaurant gastronomique 100% végétal, bluffant. On a parlé de leur parcours complémentaire, de résilience, de leur engagement et de leur force de travail, et de cette aventure à 2 qui nourrit le ventre et réchauffe le cœur. Bonne écoute! Salut Jérémy, salut Michel. Bonjour Wanda. Bonjour Wanda. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Vous êtes les merveilleux cofondateurs des restaurants Pristine et Vivide. Si je vous ai invité ici, c'est que je vous ai rencontré, je pense, quasi à l'ouverture de Pristine. C'était il y a 2 ans. 2 ans et demi même. Et demi, déjà. Ouais, ça va vite. Et rien qu'en rentrant dans ce restaurant, alors que c'était vraiment le tout début, on s'y sentait bien. C'était beau, c'était hyper bon. Et vous étiez adorable. Du coup, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé là, qui vous êtes, où est-ce que vous avez grandi, qui était la petite Michel, le petit Jérémy, pour comprendre un peu comment vous en êtes à ouvrir ces merveilleux restaurants et ensuite on expliquera ce que vous faites là-bas. Ça vous va ? Ça me va. Très bien. Ça me va, ça nous va. Par qui on commence ? Michel. Michel, il dit toujours ça. La fausse au lion. Allez, ça va. Michel. Du coup, merci déjà pour l'invitation. Commençons par ça. Du coup, je m'appelle Michel, j'ai 29 ans. Comme ça, on a fait les trucs de base classiques dès le départ. Et moi, je fais ce métier depuis vraiment très, très longtemps. En fait, presque, j'ai fait ça dès que j'ai dû choisir un métier. Là-bas, je voulais faire de la médecine. Je me suis rendu compte vite. Tu commences trop tard. Oui, trop tard déjà. Ah oui, il faut il faut. J'aime bien qu'on commence vraiment dès la petite Michel. Ouais, la naissance. Michel. Okay. La toute petite Michel, où est-ce qu'elle est née, entourée de qui, qu'est-ce qu'elle aimait. Ah ouais, ok, on commence très tôt. Alors, même ses grands-parents, ses ancêtres, ça peut vraiment remonter à très très loin. Et c'est drôle parce que je me rends compte que ça a une grande influence aujourd'hui sur qui je suis. Donc voilà, et que je me suis j'ai découvert ça récemment, mais des dernières années. Enfin bref. Du coup, oui, je suis née au Luxembourg. T'as raison, j'ai loupé une information importante. Donc pays voisin très très proche, alors qu'on me demande toujours d'où je viens avec mon accent un peu bizarre. Donc, je me souviens que c'est l'une des premières questions que je vous ai posées. Mais toujours, alors que c'est vraiment à côté, donc c'est pas très loin. Du coup, j'ai grandi, je suis fille unique, donc j'ai grandi dans un entourage vraiment campagne, famille hyper proche. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très très proche avec mes parents, avec toute ma famille d'ailleurs. Toujours été assez timide quand même, étant enfant, mais toujours aimé quand même le partage avec les gens et les rencontres. J'avais pas beaucoup d'amis, mais des très, très, très bons amis que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça me dicte aussi beaucoup mon métier ou de la manière comment je le fais. Et du coup, pour avoir fait, étant bien à l'école, je me suis dit, allez, la médecine, ça peut être un truc qui me plaît. Et finalement, je me suis rendu compte que pas du tout, que je vais faire quelque chose de plus joyeux, même si vraiment tout le mérite pour les médecins, vraiment c'est un métier de dingue, mais je me suis rendu compte que moi, je serais pas faite pour ce métier. Et vu que je travaillais toujours à côté de mes études dans le départ et que c'était très cool, très festif, je me suis dit, ça peut être un bon choix. Voilà. Ok. Tu es encore allé trop vite. Ouais. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Tu me poses toutes les questions que tu as. Je te dis tout ce que tu as envie de savoir. C'est pour ça que je l'ai envoyé en premier. Voilà, c'est comme ça, je vais faire le bon élève. On commence depuis le début. Oui, parce que j'aime vraiment rentrer dans les détails, la profondeur. Et je me demandais, que faisaient tes parents ? Alors, ma maman, elle était employée à une banque en tant qu'employée classique où elle validait les crédits. Okay. C'était très utile il y a 3 ans quand on a voulu avoir le premier crédit pour Pristine. Elle était vraiment de très bons conseils et elle est toujours. Elle a fait le même métier pendant 39 ans et je trouve ça... moi, je suis admirative
admirative. Admirative, voilà, je l'ai. Admirative de ça, parce que nous, on est quand même des gens qui bougent hyper vite. C'est peut-être aussi un truc générationnel. Et elle a fait vraiment le même job, même bureau, même employeur pendant 39 ans. Donc, très différent. Et mon papa, il était soudeur professionnel. Donc, au début, vraiment dans une entreprise où il soudait. Et après, il était prof, du coup, pour justement de la soudure. Donc, quelqu'un de très manuel. Et pareil, ça nous a beaucoup aidé pour les restaurants, du coup, parce qu'il nous a aidé pas mal aussi pour tout ce qui est finition en cuisine et tout, est très, très utile. Est-ce que tu étais manuelle, toi, déjà aussi, petite ? Non, je pense pas tant que ça, non. Enfin, j'aimais bien dessiner et tout ça, mais pas vraiment manuel au sens rénovation ou quoi. Enfin, pas trop, non. Okay. Peut-être je vais pas trop essayer non plus, vu que, peut-être aussi les clichés de la fille qui... J'ai bien aimé aider à mon père, mais j'ai surtout aimé aider ma mère à cuisiner, à faire d'autres choses, quoi. Donc, Tu cuisinais à la maison ? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Dès jeune âge, j'ai adoré cuisiner, toujours avec ma mère. Des fois avec mon père aussi, mais souvent c'était ma mère qui cuisinait, donc beaucoup avec elle, ouais. Vous mangez quoi, par exemple, à la maison ? On mangeait que du frais, je me rends compte. Et c'est pareil, un truc que je me suis... quand t'étais jeune, tu te posais pas la question, c'était normal, la mère qui cuisine tous les jours frais. Et du coup, on mangeait vraiment, elle faisait des plats classiques, une cuisine un peu, pas de classique domestique, mais hyper bien et toujours frais. On travaillait aussi, on achetait beaucoup à une ferme déjà qui étaient voisins, qui sont aujourd'hui des amis à mes parents. Donc pour moi, dans le temps, c'était normal qu'on allait acheter les œufs, le lait à côté, alors que c'est pas du tout la norme, ni il y a 15 ans, ni aujourd'hui, quoi. Donc j'avais beaucoup de chance et je me rends compte seulement aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est dingue. Et du coup, vous viviez à la campagne, c'est ça ? Vous n'étiez pas dans la ville de Luxembourg ? Non, c'est ça. Après, Luxembourg est très petit, donc on est à 15 minutes de la ville, mais c'est déjà la campagne. Enfin, vraiment. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Fénange. Et c'est du coup dans la commune de Bettembourg. D'accord. Ok. Oui, donc il y a une sensibilité quand même déjà aux produits à cet âge-là. Oui, clairement. Pas une sensibilité à l'âge-là, mais je me rends compte aujourd'hui à quel point j'étais chanceuse. Que mes parents étaient déjà sensibles, peut-être pas forcément consciemment, mais pour eux, c'était aussi juste chouette de se balader avec moi le week-end, aller chez d'abord caresser les chevaux dans une écurie où on connaissait le propriétaire et aller après à côté à l'autre ferme chercher les produits. Eux, ils aimaient bien. Je pense pas forcément pour des raisons écologiques ou quoi, que peut-être aujourd'hui on ferait comme ça, mais plus parce que ça leur plaisait bien et parce qu'ils aimaient bien les produits et l'échange aussi, et du coup avec les producteurs sur place. Trop bien. Donc là, on va s'arrêter pour l'instant là, comme vous êtes deux aujourd'hui. Donc on s'arrête à peu près aux 18 ans, où là, il y avait la médecine et finalement, peut-être pas. C'est ça. Ok. Jérémy. À moi, alors. Qui était le petit Jérémy ? Du coup, Jérémy, moi j'ai 34 ans, j'hésite toujours sur mon âge, je compte plus maintenant. Oui, je sais plus quel âge. Je regarde toujours Michel pour savoir quel âge j'ai. C'est horrible, tout le temps. 34, 35, 34 ans. Et en mars, donc bientôt 35. Ouh. Voilà. Né dans une petite banlieue près de Nancy, donc pas très loin du Luxembourg, du coup. Famille de 5, on est 5 frères et sœurs, quand même, grande famille. Tu es le combienième ? Je suis le deuxième. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être deuxième de 5 enfants ? J'ai un grand frère et 3 petites sœurs, donc on n'est pas 5 frères, voilà. Donc non, je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que ça fait, tu vois ? J'étais bien. Non, une belle enfance, heureuse. Il n'y avait pas de, une famille bien unie, soudée. Tes parents faisaient quoi ? Ma mère s'occupait de nous, de toute façon on était 5 quand même, c'est quand même un boulot à plein temps, et mon père était imprimeur. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il imprimait par exemple ? Des livres, des magazines ? Des livres de cuisine, une grosse imprimerie qui travaille beaucoup sur Paris d'ailleurs. Ok. Donc des livres, des magazines, des journaux, des affiches publicitaires, vraiment de tout quoi. L'imprimerie s'appelait comment ? Ou s'appelle comment ? Ça s'appelait SP8. Ok. Elle est fermée maintenant aujourd'hui. Ok. Ça s'appelait SP8. Et du coup, moi j'étais, une enfance tranquille, paisible. Comment t'étais à l'école ? Et voilà, comme un cuisinier. Non, je suis pas très bon à l'école. Mais j'avais quand même un truc, c'est que je réfléchissais beaucoup, mais pas dans le sens de l'école, quoi. J'étais pas très scolaire. J'étais toujours entouré de gens qui étaient très scolaires, très intelligents. Je n'étais pas le cancre de la classe non plus. Mais j'avais des mauvaises notes, quoi. Ouais. Donc, mes copains
voilà, on jouait à des jeux de rôle, donc des trucs un peu de geek, mais pourtant j'étais le dernier de la classe, donc j'étais entre des amis qui jouaient au football et donc un peu des gens un peu cool, et les premiers de la classe avec voilà, donc j'étais au milieu des deux et j'adorais être au milieu de tout ça. Ouais, tu t'es toujours bien entendu avec tout le monde, c'est ça? Oui, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. J'ai défendu les gens qui se faisaient embêter par les footballeurs. J'étais toujours en train de les défendre parce qu'il y avait toujours ce truc, à l'école c'est toujours un peu dur. Et donc j'ai toujours été au milieu de ça. T'étais un peu le justicier, quoi. Un petit, non, pas un justicier, mais voilà, j'ai toujours eu une bonne empathie, non, on peut dire ça, un bon cœur, voilà. Oh. Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ou ce qui t'animait? Au début, c'était de la pâtisserie, je pense, à mes 14, 15 ans. J'ai fait un premier stage dans une pâtisserie, stage de 3e, je ne sais pas si ça existe encore. Mais oui, donc 13 ou je sais pas quel âge on a en 3e, 14 ans peut-être, dans une pâtisserie, et je me suis aperçu que j'étais un peu trop vif, rapide, précipité. C'était un patron où je me suis dit, c'était un ami de la famille, le pâtissier du village, voilà, où on était, je sais pas, on était à Séchans, ça s'appelait le village. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait du bon boulot, j'étais rapide, et non, il m'a quand même fait une réflexion sur le cahier, trop rapide, pas assez soigneux. J'étais pas soigneux. Et un peu un bourrin, moi. Donc, je voulais pas dire bordélique, mais je pense que c'est ça qu'il voulait. Voilà. Oui, parce que je me demandais, pas osé le dire. Quel est le problème d'être trop rapide, mais ok, d'accord. Oui, rapide dans le sens où j'allais vite et du coup, peut-être pas... sans aller dans les détails. Voilà. Et la pâtisserie, c'est très réglé au gramme près. Ouais, en même temps, t'étais jeune et c'était un stage de 3e. Oui, mais un ami de la famille, et du coup, ça m'a toujours choqué, tu vois. Tu te rappelles souvent des trucs quand t'es jeune, tu sais, des petits chocs que la maîtresse t'a dit ou que le prof t'a dit, alors que c'est des réflexions, t'as mal écrit le L, ça va te J'ai jamais bien écrit les L de ma vie. Il y a des petites choses comme ça qui vont te porter, et le petit commentaire là, j'étais déçu, tu vois, voilà. Et du coup... T'étais déçu parce que t'envisageais à ce moment-là de faire un CAP pâtisserie ou d'être pâtisserie, voilà, j'étais ouvert à plein de trucs, mais c'était la pâtisserie parce que l'ami là, c'était un ami proche de la famille. Donc si tu veux, c'était l'exemple du pâtissier du village, donc voilà. Et voilà, et du coup, à mes 15 ans, donc j'ai envisagé de faire de la cuisine. Ok. Comment c'est venu du coup C'est parce que la pâtisserie, il fallait être trop soigné? Ouais, c'était pas pour moi. Après, je suis rentré à la maison. J'ai essayé de refaire 2-3 recettes que j'avais apprises. C'était de la merde, ça allait pas. Enfin, c'était pas ouf. Tout le monde mangeait. Pareil, un regard de mon grand-père. C'est bon, mais tu sentais que le regard, c'est peut-être mon empathie où je ressens les émotions des gens, tu vois. Tu sentais que ça allait pas, quoi, tu vois. J'avais pris de la crème fraîche, je voulais prendre de la crème liquide. C'était acide, c'était pas bon. C'était un gâteau à la framboise, je me rappelle. Enfin, voilà, c'était... Il y avait des framboises? Il y avait des framboises. Il y avait des framboises. Mais c'était pas monté, ça coulait. Mais j'avais cette âme depuis tout petit, j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur. Au lieu de cuisiner dans la cuisine de mes parents, j'ai voulu faire un labo tout de suite en bas dans le garage avec une planche en bois. J'ai voulu faire... j'avais tout de suite mes couteaux. Enfin, voilà. J'ai toujours voulu faire être autonome, voilà, créer mon petit... j'étais plus passionné par créer des choses physiquement que de créer de la cuisine, tu sais, comme un cuisinier qui a l'amour du produit et tout ça, quoi. Ouais, donc très manuel. Oh. Oui, j'ai toujours été assez manuel. Heureux, parce que sinon... pas beaucoup de talent, donc... Si, il a beaucoup de talent. Mais oui, c'est juste qu'il faut révéler ses talents. C'est... Oui, le talent scolaire est un talent parmi des milliards d'autres, mais... Mais à quoi sert-il vraiment ensuite? C'est ce qu'on en fait qui est important. C'est vrai. Et du coup, puisqu'on n'est pas encore aux 18 ans, même si... Non, parce que du coup, moi, j'ai commencé un peu plus tôt la cuisine, vu que j'avais pas un parcours trop scolaire. Du coup, à mes 15 ans, j'ai commencé tout de suite. Et là, tu commences où? Dans une grosse brasserie, donc pareil. Ah, direct? Ouais, dans une grosse brasserie hyper connue sur Nancy. C'était je crois que c'était La Coupole à l'époque, le groupe Flo. Ah ouais. S'appelait, je sais pas si tu vois. Ouais.
C'était l'Excelsior, donc c'était la brasserie, le grand restaurant de Nancy. Nancy, c'est une petite ville. Tu avais un grand restaurant, une belle brasserie à la parisienne, du coup, qui faisait parisienne. Ouais. Des beaux décors et tout ça, donc c'était très... C'est marrant, on dit brasserie parisienne aussi. T'avais tout ce... Oui, t'avais les... c'était... Ça, je savais à pas. Nancy, il y avait ce truc... c'est une brasserie parisienne, c'était à la gare, c'était à la sortie de gare, t'avais les serveurs, tu sais, bien habillés, les plateaux d'huîtres, t'avais vraiment cette ambiance de brasserie que j'adorais. Et c'était pareil, les premiers jours, c'était une catastrophe, quoi. C'était très compliqué pour moi. J'ai pas eu ce truc tout de suite pour la cuisine, pour les produits, tout ça. J'avais pas ce truc. Donc, mais par contre, je suis assez tenace, donc j'arrive à tenir le rythme, même si c'est dur. Mais les premiers jours, j'étais en converge, je suis tombé dans la cuisine, je me suis renversé un plateau de sauce immense sur moi. Chaude tiède. Mais c'était plus l'état dans lequel j'étais. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais si en plus t'as une brûlure en 3e degré. Non, pas ouf, tu vois, les premiers jours en cuisine, c'était pas glorieux, quoi. C'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est comme ça qu'on apprend, ouais. Et voilà, et je rentrais, donc du coup, j'engueulais ma mère. Non, il me faut un couteau, il me faut des chaussures, il me faut ça. Le jour-là, j'avais été voir le chef tout dégueulasse pour lui serrer la main et lui dire au revoir. Regardez, il m'a juste serré la main, il m'a pas dit un mot. Et comment t'avais trouvé le poste? T'avais toqué à la porte Je sais plus, je crois que j'avais envoyé pas mal de CV, peut-être des connaissances, peut-être le pâtissier, je sais plus c'était quoi, mais il y avait une connaissance d'un ancien chef de l'Excelsior, peut-être, voilà. Ça se fait, je pense que c'est fait un peu au bouche à oreille et un CV, mais voilà. Et du coup, t'as commencé commis, c'est ça? Ah, j'ai commencé, apprenti, j'étais vraiment... Et t'étais à l'école en parallèle ou... Et j'étais à l'école, CAP du coup classique, où tu fais une semaine d'école et 3 semaines d'entreprise. Et l'école se passait mieux là? Et l'école se passait mieux. Je suis passé du dernier de la classe au premier de la classe du coup. Ah ouais, c'était direct. Ouais, c'était... en tout cas, au niveau cuisine, j'étais assez... tout de suite, après avoir fait 2-3 semaines avec les sauces dégueulasses sur moi et tout ça, et tombé en cuisine, j'ai tout de suite réussi à prendre le pli quand même assez rapidement. Ouais, donc il y avait quelque chose quand même qui se réveillait là. Qui se réveillait, oui, sur... j'ai toujours aimé par contre l'ambiance de la cuisine, les 8 chefs, la discipline. Je ne suis pas trop discipliné non plus, mais j'aime cette ambiance de... Voilà, je suis quelqu'un avec un peu un petit mental quand même, donc le lendemain, quand j'ai fait tomber les sauces sur moi, j'étais là plus tôt le matin, réveillé, chaussures de sécurité que j'avais achetées à Cora, c'est Cora qui n'existe plus maintenant. Ouais. Mais et du coup, j'avais pris le premier couteau aussi qui venait, parce qu'on m'avait dit, il faut venir avec ses couteaux, tout ça. Donc le lendemain, je tombe, mais le lendemain, en général, je me réveille et puis j'y retourne assez rapidement. Ouais. C'est génial. On va revenir un peu sur Michel. C'est toujours un peu tricky d'organiser deux personnes en même temps. Mais moi, j'adore, je découvre en même temps des choses, des histoires que j'ai déjà entendues, mais je redécouvre des petits détails, donc j'adore. Oui, comme là, il n'y a pas de bruit, tout ça, on est posé. On prend le temps, quoi. Oui, parce que vous courez non-stop en plus, donc je suis ravie. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette petite pause. Ouais, c'est pas mal, c'est très calme. Du coup, Michel, on parlait aussi de l'esprit déjà très entreprenant de Jérém quand il était jeune. Est-ce que toi, est-ce que tu avais cet esprit-là déjà à cette époque, tu montais des projets, ou là vraiment ça balbutiait Alors beaucoup, j'avais pas cette idée, c'est un peu ça mon problème aussi avec la médecine, parce que je savais toujours que je voudrais être indépendante après, et dans la médecine c'est quand même, même si après on est médecin indépendant ou quoi, mais c'est pas le même truc de monter des affaires, avoir plusieurs business. Moi ça m'impressionnait beaucoup quand même les gens qui avaient un peu le côté classique, mais qui ont beaucoup de business, où ça tourne super bien, voilà. J'étais quand même atterrie par ça, ça m'intéressait en tout cas déjà assez jeune. T'avais des modèles de gens comme ça? Bizarrement non. C'est ça que j'ai dit justement sur mes parents, qui étaient quand même très posés dans leur vie, carrière un peu classique, quand même 39 ans dans le même bureau. C'est vraiment un peu l'opposé, et je me demande si c'est peut-être ça qui m'a du coup donné envie de me dire
un peu rebelle en mode quand t'es jeune et que tu dis allez, j'ai envie de faire l'opposé, alors que pas du tout que ça me décourageait le parcours de mes parents, mais au contraire, juste que je me suis dit moi j'ai envie de faire autre chose justement. Je pensais un peu quand t'es jeune, t'es un peu con et t'as envie de conquérir un peu tout, et je pense que c'était à l'époque là où ça m'a donné vraiment envie. C'est comme ça qu'on coupe le cordon aussi, parfois. Et du coup, donc t'as fait combien ? T'as fait 1 année de médecine ? J'ai pas du tout commencé la médecine, justement. J'ai fait, pareil, un stage, mais c'était plus tard que toi. Enfin, je sais pas, c'était... Ouais, moi, j'avais 17 ans ou 16 ans, je sais plus. Je sais plus à quel moment exactement on a fait, nous, les étapes. Enfin, bref, en tout cas, on l'a fait à un autre moment... au Luxembourg, et du coup justement dans l'hôpital je me suis rendu compte que pas du tout, et j'étais un peu dans 1 ou 2 années un peu brouillon, je savais pas trop quoi faire, je vais peut-être faire l'architecture, ce qui est drôle aujourd'hui, mais voilà, donc voilà, peut-être ça, peut-être vraiment une autre carrière, j'étais un peu dans le flou, et vu que je travaillais à côté déjà depuis un moment et que ça me plaisait bien, je me suis dit en fait ça c'est un métier quoi, on peut vraiment... Tu travaillais dans quoi ? Je travaillais dans un bar, donc tout d'abord mon premier job c'était pas mon premier job tous les temps, parce que je travaillais un peu dans les vacances, un peu dans des bureaux ou quoi, mais premier job, c'est dans un vestiaire. Donc vraiment... de discothèque. C'est ça. Et vraiment, le job vraiment un peu con que tu te dis, t'es à l'entrée, tu dis bonjour, 2 € s'il vous plaît, tu prends la veste des gens. Mais je faisais ensemble avec ma cousine et c'était hyper cool. Nous, on rencontrait tout le monde. Surtout, j'étais trop jeune d'ailleurs, c'était hyper illégal de faire ça, mais bon, bref. Oui, t'étais mineure. Oui, j'étais mineure. Ça s'est un peu retourné après. C'est pas bien fini forcément, mais bon, ça fait longtemps. Pour moi, en tout cas, ça s'est bien fini, il n'y avait pas de souci. Ah, mais eux... Oui, il y avait un contrôle à un moment donné, c'était pas très cool. Mais bref, à l'époque là, j'étais jeune, donc ça me dérangeait pas. C'était cool. Nous, on rentrait dans toutes les soirées après, on connaissait tout le monde, on pouvait boire tout ce qu'on voulait. C'était vraiment, nous, on faisait la fête en fait, en étant payés et en rencontrant tout le monde. Donc, c'est dingue. Hein. C'était hyper chouette. À l'âge là, tu te dis, et j'avais pas le côté négatif de la fête aussi. J'avais pas le côté drogue ou violence ou quoi. Donc nous, on s'est éclaté tous les week-ends en étant payés. Donc, c'était juste super. Au lieu que tu dépensais de l'argent dans les boîtes, t'étais payé pour faire la fête, limite. C'est dingue. Donc, c'était cool. Moi, j'ai adoré ça. C'était trop bien. Et du coup, je me suis dit, en fait... d'ailleurs, du coup, j'ai fait du vestiaire. Après, j'ai fait du coup vraiment le bar. Et je me suis dit, en vrai, la restauration, c'est un vrai métier. Au-delà de juste faire des petits jobs comme ça peut vraiment être quelque chose que tu peux faire. Là, tu faisais le bar en discothèque ou là, le bar en restaurant Non, en discothèque. En bar, du coup, mais en bar de nuit, quoi. Ok. Ouais, aussi. C'est quoi la différence entre faire du service en bar de nuit et au resto ? C'est bien, la clientèle est bien différente. Ouais, c'est ça. Hein. Même si on avait un bar quand même qualitatif, il y avait une super clientèle, il n'y avait pas d'embrouille ou quoi, mais c'est quand même physiquement, c'est très dur. Déjà, t'as la chaleur, t'as la musique, physiquement, c'est la nuit, t'es fatigué. Surtout que j'étais à l'école, donc je faisais l'école toute la journée. Après, le soir, on enchaînait. Donc, c'est vraiment différent. Et même aussi, la qualité, ça n'a rien à voir. Quoi. Là, tu fais des long drinks, t'es jeans toute la soirée. Tout le monde est là pour se bourrer la gueule. Tout le monde est bourré. Même derrière le bar, on boit tous ensemble. C'était super. C'était très, très cool, très, très fun, quoi. Mais oui, évidemment, c'est pas le même niveau d'exigence que tu as quand tu travailles après dans des bars plus qualitatifs ou voire en restauration après. En tout cas, ce que nous, on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et tu peux pas créer le même lien, effectivement, parce que déjà, tu as la musique à fond. Donc, est-ce que tu peux lier, en fait, avec le client, une relation Tu lis, je pense, pas le fait parce qu'on se voit tous les week-ends. Tu as quand même des mêmes gens qui viennent tous les week-ends. Donc, c'est des fidèles, tu sors après ensemble, tu parles pendant des pauses, c'est tout. Donc, il y a quand même des liens, mais évidemment, à un autre niveau, quoi. Tu peux pas trop comparer, c'est un autre métier. Mais donc là, quand même, tu te dis, pourquoi pas le service ? Ouais, ça m'a bien plu. Bizarrement, parce que je sais pas, où j'étais même pas, je pense très bien au moment-là, limite le contraire. Et je me rappelle d'un moment clé où je me suis dit, à un moment donné, derrière le bar, on avait une marque de jeans qui servait avec du poivre. Et voilà, et je me suis toujours dit, mais c'est trop compliqué, pourquoi on fait ça ? Mais jamais je me rappellerai de toutes les recettes à faire et c'est trop compliqué, je comprends pas, il n'y a pas d'intérêt. Et c'est très drôle qu'aujourd'hui, justement, c'est moi celle qui est sur les détails en mode, non mais ça me fait comme ça et tout. Mais oui, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, en fait, ça pourrait se faire. Et du coup, j'ai commencé à vraiment travailler plus en restauration et en même temps, j'ai commencé un bac à distance pour la gestion hôtelière. Ah ouais. Donc en travaillant temps plein et en faisant les études à côté, parce que j'ai vite quand même compris que dans ce métier, c'est pas forcément le diplôme qui compte, mais plus vraiment l'expérience sur le terrain. Et du coup, j'ai fait un peu les deux en parallèle. C'est dingue, hein. T'étais hyper sage déjà. Tu savais en fait comment faire. Parce que moi, à 18 ans, j'avoue que j'avais aucune idée de est-ce que l'expérience prime sur les connaissances. Honnêtement, je sais pas comment c'est.
je me suis dit ça au Il y a des gens qui moment-là. t'ont accompagné ou conseillé ou pas du tout? Pas vraiment. Enfin, honnêtement, je sais pas trop comment j'ai eu l'idée. Je pense moi, j'avais surtout un peu marre aussi de l'école à la fin, même si j'étais bien au bac et tout, mais j'en avais très très marre de l'école. Et j'avais vraiment pas envie d'entrer dans un parcours classique d'université, alors que j'aurais pu faire n'importe quoi ce que j'aurais voulu en faire. Mais mes parents auraient été très contents si j'aurais fait l'université plus classique. Mais je pense que j'avais tellement envie de travailler que je me suis dit, je vais juste aller bosser. Et vu que je travaillais déjà dans la restauration, c'était un peu le choix logique de faire ça. Et c'était plus limite pour rassurer mes parents que je me suis dit, alors ok, pour vous faire plaisir, je fais quand même un bac à côté. Et c'était, je pense, plus au début, dans cette idée-là, de me dire, au moins, au pire, si ça se passe mal, au moins j'ai déjà un diplôme, quoi. Ouais, c'est alors dingue, qu'à la base, c'était pas forcément le projet de l'utiliser. Ouais, mais t'as foncé, quoi. T'avais Et pas fun peur? fact, j'ai toujours pas utilisé mon diplôme, en fait. Jamais personne m'a demandé ce diplôme. Vraiment, il est là pour rien du tout, quoi, vraiment. C'est dingue. C'est toujours comme ça. Mais oui, t'avais cette force qui te poussait et t'avais pas peur du tout, en fait. Non, mais je pense que c'était un peu ce côté négatif. J'étais vraiment un peu perdue, quoi. Et donc, c'était un peu en mode, je sais pas trop quoi faire. Autant commencer juste par quelque chose que déjà je fais et que j'aime bien faire. Ouais. Et c'est venu petit à petit, surtout dans mon premier job où je travaillais dans un très grand groupe de restauration au Luxembourg, où ça m'a vraiment, où je me dis, ils ont plusieurs restaurants, ça marche bien, ils font des millions en chiffre d'affaires. Enfin, ça m'a vraiment un peu réveillé de nouveau ce côté quand même entrepreneur, et je les ai un peu pris pour un modèle, ou bien pris pour modèle d'ailleurs, et je me suis dit, c'est vraiment, on peut vraiment y arriver, quoi. Et ça m'a vraiment impressionné. Quel type de resto? C'était un mélange de tout. Ils avaient à l'époque 7, 8 restaurants. Et aujourd'hui, ils en ont beaucoup plus, je pense. 15. Enfin, je sais pas, je suis plus trop. Mais beaucoup. Et c'était vraiment des concepts différents à chaque fois. Donc, il y avait un bar-resto. Il y avait un restaurant, c'était plus axé sur une cuisine italienne, un autre plus sur une cuisine japonaise ou thaïlandaise. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout. Un peu comme un groupe Bertrand ou quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, un peu dans l'idée. Donc, pas forcément la plus haute gastronomie ou quoi que ce soit. Mais moi, ça m'impressionnait beaucoup. Ce côté très entrepreneurial. On y va. Et on cherche le chiffre, on ouvre. Ce moment-là, ça me drivait beaucoup, quoi. Et surtout, vu que c'était quelque chose que j'avais pas trop comme modèle autour de moi, je me suis dit, ça m'a. Enfin, je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment en mode, ça m'a fait une très, très, très grande impression. Ah ouais. Et est-ce que les premiers jours, c'était comme Jérém? Est-ce que tu t'es pris les pieds dans une table ou des trucs comme ça? Ah oui, c'était horrible. C'est sûr, c'est horrible. Déjà, un vrai job, c'est du coup derrière le bar, mais du coup dans un restaurant beaucoup plus grand. Donc, c'est un restaurant qui est switché pour être bar après. Et déjà, il y avait une équipe que française. Et moi, je parlais pas très bien français à l'époque. J'étais la plus jeune avec une très grande distance des autres. Une des seules femmes, en tout cas derrière le bar, la seule femme et la seule qui parlait très mal français. Donc, c'était vraiment très dur. Surtout là, c'était plus le côté quand même des mecs derrière le bar qui voulait montrer et tout, donc moins cool qu'avant, où je connaissais bien mon équipe, donc je me suis un peu perdue au début, et je me suis très vite rendu compte que là il faut se battre, quoi. Il faut y aller, il faut un peu perdre cette peur, il faut oser. Et très vite j'ai eu la chance quand même qu'on m'a vite monté pour assistant manager dans un des restaurants, et gérante après dans un autre restaurant. Et du coup à 19 ans ou 20 ans j'étais déjà la gérante d'un restaurant, d'un petit restaurant évidemment, mais quand même avec une équipe sur place. Et encore une fois la seule femme ou une des seules femmes, la plus jeune avec grande distance, et ça m'a quand même formée, parce que pour le coup on me prenait au sérieux, mais aussi parce que je montrais, quoi. Enfin, on me donnait rien gratos, quoi. Il fallait que je bosse et que je montre que je sais faire. Ouais, incroyable. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être gérante d'un restaurant à ce moment-là? Pour le coup, là, moi, c'était vraiment mon but. Enfin, moi, j'avais envie de prendre la plus grande responsabilité le plus rapidement possible, prendre le plus d'expérience dans le temps le plus court possible. Ouais. Donc pour moi, c'était énorme, c'était très dur, parce que du coup, il fallait quand même montrer. J'avais aucune expérience avant, donc et même si je faisais les études à côté, franchement, ça me servait à rien du tout. Donc c'est plus pour apprendre des autres. Et j'ai eu beaucoup de chance, qu'on m'a beaucoup accompagnée, et on m'a vraiment dit, si t'as envie, et tu peux y arriver, quoi. Ouais. On m'a vraiment encouragée. Et du coup, dans les faits, tu manages l'équipe, tu gères la compta, enfin, tu fais tout dans le restaurant? Ouais, alors pas côté compta, c'était vraiment plus côté, en gros, comme un responsable de salle plus, quoi. Okay. Donc, je gérais tous les services, je gérais les équipes du coup sur place, tout le côté bar, tout le côté commande, un peu la gestion aussi entre cuisine et salle. Donc, je faisais pas les recettes, mais je voyais avec le chef ensemble ce qu'on faisait. On avait beaucoup de groupes, donc je gérais les réservations de groupes. Enfin, quand même à l'âge, quand t'as 20 ans, t'es là en mode salut, je m'appelle Michel, voilà. C'était quand même une grande responsabilité, quoi. Ouais, oui, et puis j'imagine qu'il y avait plein de mecs bien plus âgés que toi et tout, enfin voilà, qui roulaient un peu des mécaniques. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a bien formée quand même. Je me rends compte que je puise encore souvent ces expériences-là aujourd'hui. Incroyable, quelle force de caractère, c'est fou. Pas force, je sais pas. Si on peut le dire comme ça. Ouais. Okay. Il y avait combien de personnes dans le restaurant? Dans le premier, on était...
7, 8, 9, je sais pas. Je sais pas non plus. C'est il y a longtemps. Ouais, je te regarde toi comme si toi tu devrais savoir. C'est il y a vraiment longtemps. Je sais pas encore à quel âge vous vous rencontrez. Là, c'est il y a vraiment longtemps pour le coup. Mais oui, c'était un petit restaurant, c'est une petite équipe. Mais ouais, 9, je pense. 8, Ok. 9. Là, t'es gérante pendant combien de temps? En fait, j'ai très vite bougé dans le groupe là. Donc ça, Ok. c'était assez chouette, justement pour avoir beaucoup d'expérience. Donc j'étais dans 4 restaurants différents, je pense, pour des périodes très courtes, toujours quelques mois. Et puis on me bougeait pour faire d'autres expériences. J'ai même pu faire une ouverture avec eux, ce qui était vachement chouette. En plus, c'est sur génial. un concept où moi j'ai un peu mis le pied dans la porte, où on m'a laissé vraiment donner beaucoup d'idées. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant de cette expérience parce que c'est énorme. Ouais, À l'âge là, clair. quand tu peux donner plein de toi, alors que j'ai déjà eu toujours ce côté de donner beaucoup mon avis. Aujourd'hui, je me dis souvent, j'ai eu de la chance, comme on m'a pas dit, de juste me taire parce que des fois, il y a vraiment des moments où il fallait juste pas que je donne mon avis. Genre Mais, quand, par exemple? J'ai toujours eu ce truc de beaucoup m'exprimer, de beaucoup aussi, déjà sur l'écologie à l'époque là, que j'avais envie de faire des trucs, ou juste où je me dis aujourd'hui, c'était quand même, là, c'était mes patrons à l'époque, ils avaient quand même beaucoup de restaurants, c'était pas forcément d'écouter une petite jeune de 20 ans qui dit, mais il faut faire comme ça, et ils l'ont toujours fait. Et ça m'a vraiment donné énormément d'expérience et énormément de confiance en moi. Ouais. Alors que c'était pas normal, je pense, de le faire, quoi. C'était pas habituel. Oui, parce que- pas habituel, ouais. Et même, ils auraient pu juste pas le faire et ça aurait été OK, quoi. C'était pas forcément... je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais merci. Voilà, c'était cool. Ça m'a vraiment apporté quelque chose, je pense. C'est génial. Du coup, on va revenir à Jérém et on va rester sur cette idée de la conscience écologique qui se développe et ce nouveau concept aussi dont tu impulses l'idée. Mais Jérém, revenons à... C'est bien construit quand même. T'as vu un peu? Ouais. Ça va, pour l'instant, je tiens. Le ping-pong des deux. Ouais. Donc toi, tu commences dans les cuisines. 15 ans, du coup, apprentissage classique entre guillemets. Premier de ta classe à l'école. Premier de ma classe, on n'était pas beaucoup, on était 15, faut le dire. Oui, T'es deux. Oui, c'est ça. T'es tout seul. Oui. Des facilités en cuisine, surtout dans la gestuelle, dans maintenir son couteau, aiguiser, tout ça pour l'instant. Oui, parce que tu étais très manuel. J'ai été manuel, et c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup quand je sais pas quelque chose, je fais beaucoup de répétitions. Donc moi aussi, je savais pas émincer des champignons, j'achetais 10 kilos de champignons et à la maison, j'ai mincé. Ah ouais, non, mais tous les deux, vous avez des points communs quand même. Un peu des cinglés. Oui, mais c'est ce qui fait votre force, quoi. Oui, peut-être. Mais du coup, j'ai avancé un peu comme ça, parce qu'une brasserie, tu fais du foie gras maison, tu fais des bavettes, échalotes, les sauces Porto, les plats de base, les écrasés de pommes de terre, il y avait tout qui était fait maison quand même. Mais ça reste des plats assez basiques, des beurres blancs, des sauces béarnaises. Donc voilà, donc je fais mon apprentissage et deuxième année, c'est vrai que je vais assez vite à évoluer. Je prends des postes au chaud, des postes un peu importants, voilà. Pardon, ça te plaisait ce que tu cuisinais? Moi, j'aimais beaucoup ce que je cuisinais. J'adorais cette brasserie. J'adorais ce côté coup de chaud. C'était 300 couverts quand même en brasserie avec des produits frais, des poissons cuits quand même sur la plancha mais à la minute. Donc on recevait quand même des poissons frais, de la viande, tous les légumes étaient quand même cuisinés. Ok. Donc ça fait, aujourd'hui je m'aperçois avec l'expérience que c'est pas non plus tout le monde qui fait ça. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y avait une saisonnalité aussi dans les produits ou, faut pas trop en demander? Non, faut pas trop en demander. On était déjà bien sur les produits frais. Au moins il y avait des produits. Voilà, il y avait des produits et c'est vrai que c'était assez cool et beaucoup de répétitions du coup quand t'ouvres pas juste une bourriche de Saint-Jacques, t'en ouvres 10 et tu fais ça toute la journée. C'est dingue. Et du coup, ce côté répétition qui me saoulait, peut-être, t'es apprenti, t'as 10 bourriches de Saint-Jacques à ouvrir, c'est énorme. Ouais. Tu passes la journée là-dessus, t'as mal au... t'as le sable, c'est froid, c'est chiant, voilà. Mais cette répétition, c'est vrai que tous mes amis à l'école, n'avaient pas forcément, eux, avaient les recettes et tout ça, étaient un peu plus cool sur des petits détails et tout ça. Mais moi, j'avais cette vitesse et voilà. Et quand il fallait ciseler les oignons, c'était pas 2 oignons et tu fais ta sauce pour la journée. Non, c'était des caisses d'oignons.
éplucher, enfin tout. Voilà, je m'aperçois aujourd'hui que, voilà, parce que je montre beaucoup aux équipes ça, que, alors répéter. Tu leur fais éplucher aussi les Saint-Jacques et les autant, oignons. mais on me dit, mais pourquoi tu coupes si vite, machin, là, c'est la répétition, c'est pas un talent, c'était beaucoup ça, quoi. Donc voilà, je sors de l'apprentissage, content. Donc tu as fait tout ton apprentissage dans cette brasserie? J'ai fait tous les 2 ans, du coup, les 2 ans dans cette brasserie. Voilà. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire en sortant de là? Je savais que je voulais venir à Paris assez rapidement. Je voulais faire des grandes maisons. Ok. J'étais décidé, il me proposait déjà un poste, j'avais 17 ans, il me proposait un poste de chef de parti évolutif, enfin... J'ai hésité à un moment donné parce que je m'entendais super bien avec l'équipe, c'est les gens avec qui j'ai grandi, quand même à 15 ans tu grandis encore, hein, j'étais vraiment con moi, donc non, quand t'as 15 ans t'es con dans le sens, t'as 15 ans quoi. Bah oui, tu te construis. Tu construis quoi. Donc j'ai grandi, c'était plein de papas en fait qui étaient là, ils avaient tous 45 ans, donc voilà, c'était... Donc tu grandis là-dedans, donc quand on te propose quelque chose, c'est un peu pas un honneur, mais si, donc voilà. Mais j'ai tenu tête et j'ai dit non, je veux soit faire du gastro, soit aller à Paris assez rapidement, parce que je voulais pas partir à Paris à mes 17 ans. C'était dur de trouver une place, tout ça. Donc j'ai continué à faire un BP, brevet professionnel, que j'ai très vite arrêté. Je suis tombé, je voulais faire un apprentissage dans un très bon restaurant, du coup. Et je suis tombé dans un très bon restaurant avec un très bon chef, mais c'était des horaires... là, on était sur du 8h minuit, à l'ancienne. Là, c'était... j'ai fait 3 mois, donc pour avoir mes 18 ans. Ouais. Et après, je suis parti à Paris. Ah ouais, et là, le gastro, il était à Nancy ou dans la région? Il était autour de Nancy. C'était un chef, un des seuls chefs qui avait eu une étoile à l'époque, à Nancy Centre, et il s'était déplacé un peu excentré de Nancy, à 5 km. Du coup, j'avais une petite moto, 50 cm3, et que j'allais... donc mes parents pétaient les plombs quand je rentrais pas à minuit, déjà, parce que des fois, on rentrait à 2h du matin. Enfin, c'était vraiment... donc, ils pensaient que j'étais dans un fossé, quoi. Et c'était vraiment dans la campagne. C'est une moto qui avançait pas à 50 km/h. Il y avait des côtes, j'avançais à 20 km/h. C'était horrible. Le stress. Oui, c'était le stress, ouais. Mais oui, voilà. Et du coup... Donc ça t'a pas plu du tout, cette expérience, c'est ça? Ça m'a beaucoup plu. Ah, pardon. Mais, ça m'a beaucoup plu, ouais. J'aimais bien. Il n'y aurait pas eu la pression des parents, le stress autour, et qu'on me dit c'est pas normal, ça va pas. Je pense que j'aurais continué dans cette voie. Ah, toi, ça t'a pas traumatisé du tout, les 8h Non, minuit, parce que j'apprenais vraiment beaucoup. Ok. Donc ça m'a pas traumatisé moi, c'est plus la pression, le parcours avec la moto, tous les petits trucs à côté en fait qui ont fait que c'était un peu trop. Et puis le BP, brevet professionnel, c'était... j'avais l'impression déjà à cette époque-là que ça allait pas servir non plus. Je savais que l'expérience allait plus servir que les diplômes. Donc dès qu'il y a eu, je sais plus comment je suis parti, mais... Je dis que peut-être que je voulais partir à Paris. J'avais déjà cette hésitation-là. J'avais 18 ans, du coup, là, au moment-là. Oui, ça t'a donné un objectif. Du coup, ça m'a fait, j'ai 18 ans, maintenant, je peux partir. T'étais déjà allé à Paris? Non, jamais. Ah ouais. Donc là, jamais, en touriste, peut-être. Hein, ok, d'accord. Disney, oui, quand même. Alors, Disney, c'est pas Paris. Oui. Oui, mais quand t'es à la campagne et tout ça, tu te dis... non, et puis même en Asie, ils croient que Disney, c'est Paris. Oui, c'est à côté. Et puis après, non, oui, on allait à Paris. Et comme il y avait les entreprises... l'entreprise familiale bossait beaucoup sur Paris. C'était commun que mon père fasse des allers-retours, mon grand-père, tout le monde connaissait Paris. Oui, et puis du coup, tu avais des connaissances à Paris. Du coup, j'avais au moins des connaissances de... c'est facile, transport, métro, voilà. Donc, voilà. Donc, tu vas dans quel état d'esprit? Tu vas seul? Et genre sans logement, sans boulot et à taper aux portes? Ouais, j'ai envoyé avec des lettres, pas avec des mails à l'époque. Donc j'ai pris le guide Michelin, j'ai pris tu vois, dans la répétition, une centaine d'adresses et j'ai envoyé une centaine de lettres, voilà. Lettres manuscrites ou mail? Je pense que c'était manuscrite, mais je suis pas sûr. Si, je pense que c'était manuscrite.
parce que je me souviens que c'était un effort monstrueux pour moi. Donc, à mon avis, c'était pas que imprimer. C'était peut-être juste déjà faire les enveloppes, c'était peut-être déjà un effort énorme pour moi. Sans lettres. Ouais. Et du coup, j'ai fait tous les étoilés. Je voulais faire un étoilé, je savais que, voilà. Donc, et là, je suis arrivé à Paris. Et parce qu'il y en a un qui t'a répondu? Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont répondu, d'ailleurs. Ah. L'avantage des étoilés, c'est qu'ils répondent, enfin, les palaces et tout ça, je pense qu'ils ont un bon groupe RH qui ils te répondent que ce soit négatif ou positif. Donc, on m'a répondu, beaucoup de réponses négatives. Oui, mais au moins, tu as une réponse. Mais au moins, j'ai une réponse. Ouais. Qui fait pleurer un peu, mais bon, c'est une réponse. C'est vrai, t'as pleuré? Non, mais ça fait de la peine parce que pour toi, c'est quand même... t'essayes de faire c'est un truc de fou, en fait, de te dire... si t'as une place, t'es commis, tu sors d'apprentissage, donc tu vas être commis forcément. Mais les places sont quand même chères à Paris. Tu viens de Nancy, donc t'as pas de logement, tout ça. Enfin, il y avait plusieurs choses à passer avant que j'arrive à Paris, quoi. Et oui, j'ai eu des réponses positives et du coup, là, j'ai eu la réponse au Jules Verne. Voilà, à 18 ans. Et est-ce que tu as répondu à tous ceux qui t'avaient répondu positivement pour aller les rencontrer? Ou, quand tu as vu le Jules Verne, tu as dit « Ok, ce sera au Jules Verne ». Alors, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs, des positifs du coup, pour le coup. Mais il y en a eu quand même, c'est dingue. Hein. Oui, il y a eu peut-être 5 réponses. Ouais. Du coup. Mais le Jules Verne, je pense que c'était le premier et c'était... le plus prestigieux. Tu te dis, c'est la Tour Eiffel, c'est cool, c'est Alain Ducasse, c'est le groupe vraiment où peut-être il faut travailler au moment là. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, mais enfin toujours. Mais ouais, c'était vraiment le truc pour moi qui était le plus positif. Et puis après, j'ai eu les autres lettres au fur et à mesure. Donc d'autres opportunités, Cyril Lignac à l'époque, du coup, qui étaient immenses. Enfin, tu vois, c'était pareil, c'était des... Et quand tu as vu les autres lettres arriver alors que tu avais accepté le Jules Verne, tu t'es pas dit « Ah non, merde !» Non, j'ai pas eu de regrets. C'était tellement... déjà super d'avoir juste au moins une réponse. C'était une étoile, du coup. C'était pas un 2, parce que j'avais envoyé les 3 étoiles, 2 étoiles sans savoir c'était quoi la différence. La différence, le niveau. Tu sais pas à quoi t'attendre, quoi. C'était... Est-ce que d'ailleurs tu savais ce que c'était? Enfin, justement, toute cette restauration étoilée, est-ce que vous alliez au restaurant en famille? Oui, on allait, mais pas dans des étoilés. Voilà, je savais ce que c'était parce que t'en parles, t'achètes les Curious Magazine à l'époque. Hein, tu les achetais? Bah oui. Ah ouais. Et c'est toi qui les achetais, pas ta famille? Non, c'était moi. Non, j'ai pas une famille qui s'intéressait vraiment à la restauration. J'ai pas une maman qui cuisine, elle cuisine, hein, mais qui cuisinait pas des petits plats, tout ça. J'ai pas une grand-mère aussi qui cuisinait. Enfin, tu vois, j'ai pas eu ce parcours de cuisinier. Ouais, tu t'es fait tout seul. Ouais, pour le coup, au niveau cuisine, un petit peu, ouais. Et donc, voilà. Et donc, me voilà à Paris. Donc là, tu dis, OK, j'arrive, et tu débarques. Voilà, je débarque avec ma petite... j'avais une petite Smart à l'époque, donc j'ai eu mon permis très peu de temps. C'est fou, hein? Ouais, et je suis débarqué à Paris. Et le logement, comment tu fais? J'habitais en région parisienne avec mon ex à l'époque. Ah ouais. Raconte-nous en plus. Comment tu l'as rencontré? Alors, elle était chouette ou pas? Ah, c'était bien. C'est la belle vie. On en est aujourd'hui. C'est pour ça que c'est ton ex. Mais oui. Et du coup, on s'est installé, je sais plus. Elle venait de Nancy aussi? Avec toi? Oui, elle était à Nancy. Ok. Et on est arrivé à Paris ensemble. Je crois qu'elle était en région parisienne quand même. Sa famille était en région parisienne et on a pris un logement. Ok. Oui, donc ça rassure un peu et au moins t'es pas tout seul. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai gardé, je pense. Non, je rigole. J'avais le logement, donc non. Elle était super, elle était très gentille. Donc, et voilà. Donc, je suis arrivé à Paris comme ça. Donc, avec les embouteillages et pas une bonne image de Paris, du coup, parce que je faisais pas beaucoup d'horaires encore. Ouais. C'était quoi les horaires au Jules Verne? C'était pareil, tu fais 9h et il n'y avait pas de coupure. Du coup, je crois que c'était 4 jours de travail et 3 jours de repos. Donc ça, c'était cool. Mais c'était un rythme pour moi avec les embouteillages. C'était horrible. Je m'endormais dans la voiture, dans les embouteillages. Enfin, c'était vraiment...
dur à tenir le rythme là. Et puis, cette truc de 4 jours de repos, 3 jours de repos, 4 jours de travail, c'était pas un rythme régulier. Et c'était une super expérience. Hein. Je suis resté 1 an, je crois. T'étais à quel poste ? J'étais commis, je commençais vraiment commis à trier de la salade. Parce que tu avais quand même fait beaucoup de choses avant en brasserie. J'avais brasserie, mais pas gastro. Mais pas gastro. Et là, du coup, arrivé là-dedans, t'as pas d'expérience. Tout le monde avait son expérience de gastro, même si t'es à la campagne et tout ça. Mais voilà. Mais j'étais rapide. Ah, toujours. J'étais plus rapide que les autres, beaucoup plus de facilité au taillage, beaucoup plus de dextérité, je sais pas, enfin voilà. Et du coup, j'ai joué là-dessus, quoi. Ah, et est-ce que Alain Ducasse passait dans les cuisines ? Alain Ducasse, je pense qu'il aimait beaucoup le Jules Verne. Il passait dans les cuisines. Est-ce qu'il regardait ton travail ? Non. On sait jamais. Comme il est connu pour être un dénicheur. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, 18 ans, commis avec... Non, j'étais pas... Voilà, j'étais un peu... t'es vraiment en bas de l'échelle pour le moment. Et c'était cool, hein. Moi, j'adorais ça. Parce que je savais comment ça se passait, le processus et tout ça. Mais c'est vrai que je voulais évoluer assez rapidement, quoi. Et du coup, j'ai évolué, je crois, demi-chef ou chef de partie, même, à un moment donné. Ah ouais ? Ouais, quand même. Donc assez rapidement. Et donc, tu es resté 1 an ? Je suis resté 1 an, peut-être 1 an et demi, je ne sais plus exactement. Ok. Mais en tout cas, ça m'a paru vraiment long parce que c'était vraiment... Ah, c'est vrai. Ouais, la fatigue. La fatigue, tout était nouveau. Paris, et je n'ai pas profité vraiment de Paris. Donc pour moi, j'avais vraiment un dégoût à la base de Paris, quoi. J'ai vécu des moments extraordinaires parce que c'était la Tour Eiffel. Je suis arrivé en plus en plein été, 14 juillet, ou le 13 juillet, le lendemain, il y avait les feux d'artifice. On était montés tous au 3e étage. J'en ai pleuré. Mais pourquoi tu pleures ? Je suis émotif. C'est incroyable. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, le 14 juillet sur la Tour Eiffel. Non, oui. Qui... mais ouais, c'est exceptionnel. Qui peut faire ça ? Et je pense que ça tirait les feux d'artifice à l'époque. Je sais plus si ça se fait, mais je sais plus ce qu'il y a sur le champ de Mars. Mais oui, ouais. Et du coup, c'était extraordinaire. C'était un rêve, quoi. Ouais, incroyable. Puis, j'arrive à Paris. Donc, je suis arrivé le 13. Je pensais même pas au 14 juillet, je suis très nul dans les dates, donc voilà. Comme l'anniversaire. Je le rappelle toujours une semaine avant en mode... Et du coup, c'était un petit, comme un petit rêve, quoi. Tu te dis, waouh, mais c'est super. Déjà, tu apprends beaucoup. Les cuisines, on est quand même assez nombreux. Enfin, t'as quand même... on est 10, 15, je pense, par brigade. Il y avait le Jules Verne, quand même, qui était un étoilé avec 120 couverts. Donc... il fallait que ça envoie quand même. Et moi, j'avais déjà fait cette expérience-là. C'était pas un étoilé avec beaucoup de détails. Il y avait des détails sur l'assiette, mais pas des trucs où ça demandait beaucoup de technique. Donc, du coup, comme j'avais cette expérience-là, c'est comme ça que j'ai réussi à gravir un peu les échelons, je pense. Ah ouais, canon. Qu'est-ce qui te fait partir du Jules Verne alors ? Qu'est-ce qui me fait partir ? Rien de spécial, j'avais envie de bouger de toute façon. T'avais C'était une piste ? Vraiment une piste de faire vraiment des étoilés et de bouger, quoi. Et Cyril Lignac, c'était la star un peu là où il fallait travailler. C'était le 15e, je crois, non ? Ça s'appelait, je crois, à l'époque. Ouais, c'était ça. Et du coup, j'y suis pas allé. Mais mais voilà. Je savais pas. Chouette. Je suis pas... En plus, je me disais, mais c'est marrant, il se souvient pas du nom du resto, quand même. Non, mais j'aurais voulu. Mais il m'a pas répondu cette fois-ci. Ah. Et voilà. Ok. Et du coup, je me retrouve à travailler dans un autre gastro, mais à Rungis, ça me rapprochait un peu de là où j'habite. Limiter le transport. On limitait le transport et travailler avec un chef qui sortait d'un étoilé aussi, mais je ne sais plus le nom d'où il sortait. Okay. Et du coup, je travaillais avec lui pendant encore 1 an. Et lui, ça s'appelait La Grange à Rungis. Voilà. D'accord, ok. Et c'était un restaurant où on faisait les jus maison. J'ai pris une première claque au Jules Verne parce que j'étais pas au niveau. Et là, j'ai repris une deuxième claque parce que je pensais, en sortant du Jules Verne, que je savais, ça y est, tu sors d'un étoilé, tu te dis, t'es jeune, ça y est, j'ai pris beaucoup d'expérience, etc.
Et là, en fait, je m'aperçois que je savais toujours pas cuisiner, quoi. Ah ouais. Cuire un poisson, lever un poisson, etc. Et là, on a tout repris depuis le début, les jus, et c'est là où j'ai le plus, plus pris de l'expérience. En tout cas, c'était au moment-là, quoi. 1 an à la grange, ça s'appelait la grange à Rungis. Et c'est là où j'ai vraiment le plus cuisiné, quoi. Ah, c'est dingue. Donc, oui, plus cuisiné, parce que oui, au Jules Verne, tu faisais surtout... T'es sur un poste, et puis tu te concentres sur un poste, t'as la nouvelle organisation, tout est bien rangé, tout est... Très hiérarchisé. Ouais, voilà. Donc, mais t'apprends quand même pas trop à cuisiner un plat de A à Z, quoi. Et donc là, ton poste à la grange à Rungis, c'était... Là, j'étais du coup, comme je chantais dans les toilettes, j'étais chef de partie. Ok. Donc, une belle évolution. Et là, du coup, là, je me suis pris vraiment des cartouches parce que ça allait pas, quoi. J'ai un peu souffert, quoi. C'était beaucoup d'horaires. Beaucoup de conscience que, en fait, on n'y est pas encore, quoi. Il faut encore continuer. Et du coup, là, c'était vraiment... tous les jus étaient faits à la minute, réduits. Les rôtis, le jus de veau était avec les carcasses de veau, la volaille... Les fumées de poisson, il y avait tout qui était fait de A à Z et on était 3 en cuisine. J'ai pas mangé encore, mais ça me donne très Et du coup, c'était là, ça cuisinait, quoi, pour le coup. Ah ouais, grave. Donc, ça te plaisait ? Ça me plaisait, mais il fallait tenir quand même. Ouais, et puis là, tu cuisinais à côté d'un chef qui était très bon, quoi. Parce je parle tout le temps d'un ratio de souffrance de la situation dans laquelle t'es, ou est-ce qu'il vaut mieux pas en sortir et tout. Là, j'ai l'impression que tu souffres quand même pas mal avec la fatigue, mais tu prends beaucoup de plaisir aussi avec ce que tu crées, c'est ça ? Parce que je sais qu'il faut... Ouais, qu'il faut passer par là. C'est un peu comme des études de médecine où tu sais que l'école, c'est long, etc. Je sais qu'il faut passer par là. Donc, mais que ça ne sert pas toujours comme ça. Ouais, comme il y a une finalité à tout ça, je le sais. Je me dis, j'y vais, quoi. Ouais, et t'es sûr que tu veux faire ça, en fait, toi ? Ouais, là, au moment-là, oui, ça me plaît. Ça commence un peu à se dessiner un peu plus, quoi. Ouais. Et à la fin des 1 an ? À la fin des 1 an, retour à Nancy, du coup. Pourquoi ? Pour te marier. Ah ouais. Ça non plus, je savais pas. Donc on a tous découvert quelque chose. Voilà. Merci pour l'invitation. On s'en fout de la restauration, laisse tomber. T'expliquer ma vie sentimentale. Et les enfants, quête quoi du monde. Et non, retour à Nancy, certainement marre de Paris. C'est la fin du restaurant là. La fin peut-être avec... non, c'était fini avant, mais avec mon ex. Envie de tourner une page, fini, quoi. Et par contre, toujours envie de cuisiner dans les étoilés. Et il y a eu la maison dans le parc à Nancy qui avait une étoile à l'époque, là. Et du coup, j'ai postulé là-haut. Ah, ok. Et donc, ils t'ont pris direct ? Et ils m'ont pris direct. Ouais, c'était un restaurant avec une grande terrasse. Et j'ai postulé en été, donc ils m'ont pris vraiment très rapidement. Vraiment rapidement. Oui, viens demain si tu peux. Enfin, voilà, c'était vraiment ils étaient en galère. Oui, ils étaient en galère, ouais. En fait, c'était un restaurant pareil, étoilé, qui faisait c'était 80 couverts, donc qui était vraiment beaucoup, avec la terrasse. Ah, c'est des grands restaurants. Ouais. Et je suis arrivé, peut-être en août. Et là, par contre, je sortais vraiment avec... là, j'étais rapide, j'avais de la technique. J'avais la niaque, j'étais là, et je sortais d'un étoilé où tout le monde veut se bouffer, tout le monde veut évoluer, etc. Donc j'avais la mentalité pour gagner, quoi. Et c'était pas la même mentalité dans cette étoilée-là ? Dans l'étoilé, la maison dans le parc ? Ouais. Et non, là, c'était plus organisé, un peu familial, chacun, tout le monde allait au sport, à la salle. Tout le monde prenait soin de chacun. Enfin, c'était bienveillant. J'avais jamais vu ça encore. Ouais, c'est dingue. T'avais jamais vu ça ? Non, parce que c'était quand même... Ça remonte, quand même. C'était il y a 20 ans, du coup. On n'était pas dans une époque... et à Paris, et dans une brasserie, tout le monde... Il y a de la pression, voilà. Donc non, j'avais pas forcément vu ça. Mais moi, j'avais pas cette mentalité. Ouais.
Et du coup, je voulais bouffer quand même tout le monde. C'est trop marrant parce que toi qui es justement très empathique et moi oui. j'ai envie de dire très bienveillant aussi. Mais oui, mais c'est comme quand tu commences à un peu te faire déformer par un style pas militaire, mais presque, tu deviens un peu comme ça. Après, ça s'est réparé et puis voilà, je suis plus comme ça aujourd'hui. Ah mais tu estimes que tu étais un peu cassé là à ce moment-là Là, je sortais de restaurants étoilés, de gastro. Ouais. On te met, il faut venir à 8 heures, faut pas faire de coupure des fois. Tu vois, t'as cette mentalité, faut faire des couverts, du service, faut prendre le poste chaud. Enfin, tu vois, t'as tout ça qui, pendant des années, t'es jeune. Ouais, t'es conditionné. T'es conditionné, ouais. T'évolues là-dedans, t'es conditionné. Et j'adorais ça. C'était pas très grave pour moi à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, si tu prends du recul, oui, tu te dis, ah ouais, j'étais un peu bête. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pas compris, en fait, qu'est-ce qui se passait là. Du coup, après, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ce truc-là, j'étais tranquille avec tout le monde. Et après l'été, c'est la première fois qu'on m'a dit, non, on va arrêter ton contrat parce qu'il y a plus... là, l'été est fini, etc. Alors que j'aimais bien ma place, machin. C'était la première fois qu'on m'a dit on arrête ta période d'essai. Alors qu'en général, ça a toujours été le contraire. Ouais, c'est ouf. Et là, je me suis fait arrêter ma période d'essai. Mais gentiment, il n'y avait pas de... Et tu le vis comment ? Et je le vis bien, quand même. C'était pas choquant, c'était cool, c'était bien. Et cette dame, je sais plus son prénom, qui était une chef du coup, m'envoie à un restaurant qui s'appelle, il y a un copain à moi, tout le monde se connaît à Nancy, qui recherche, tu auras plus ta place en tant que second, c'est un restaurant qui évolue, etc. Ah, mais c'est adorable qu'elle mette fin à ton contrat, mais qu'elle te redirige. Ouais, parce que je m'entendais bien avec. Voilà, on s'est toujours, encore pendant 2 ans après, on s'est toujours bien entendu. Après, la vie fait que ça se sépare, mais voilà. Mais ouais, et du coup, voilà. Et tu deviens second où ? Un restaurant qui s'appelait La Poulange, à l'époque. Qui n'existe plus ? Qui existe plus aujourd'hui, non. Et c'est devenu, donc assez rapidement, donc au bout de 6 mois, je pense, d'activité, c'est devenu mon restaurant. Ah ouais. Ah, alors attends, pause. On va revenir à Michel. Et je ne sais pas à quel moment vous vous rencontrez. Donc, c'est un grand cliffhanger. Oui, mais t'as dit que c'était long. C'est clair. C'est vrai que c'est long. Je vous avais dit, alors le temps passe très vite. T'as dit dans les détails. Ah mais j'adore. Mais j'attendais pas ce cliffhanger-là à ce moment-là. Là, du coup, vraiment au pire des moments, là tout le monde est en mode, elle va parler vite pour que lui puisse reprendre. Mais non, parce que toi, il y a cette conscience écologique qui s'est réveillée, dont on parlait. Il y a cette idée de concept que tu avais aussi là dans le groupe. Et à ce moment-là, il se passait beaucoup de choses aussi. Donc du coup, la conscience écologique, comment c'est arrivé ? Franchement, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas trop. Je pense que c'était assez jeune quand même. Mes 12-13 ans, déjà, je suis devenue végétarienne. Dès que j'avais compris que, j'exagère un peu la chose, mais dès que j'avais compris un peu que c'est des animaux qu'on mangeait, à un moment donné, quand tu commences la puberté, tu commences à être plus âgé, je me suis dit, non, j'ai plus trop envie de défendre ça. J'avais une petite période très militante contre la fourrure, vraiment, où j'étais très jeune, donc mes parents, ils me conduisaient en ville pour aller manifester contre la fourrure. C'est vraiment c'est un peu le cliché. Avec toi ? Pas du tout. Donc mais par contre, il me défendait toujours. Manger le filet de bœuf à la maison. Non, c'est vraiment ça. En fait, au début, c'était un peu, c'est une phase par laquelle elle va passer, mais il me soutenait toujours. Ma mère me cuisinait toujours à part. Elle me faisait manger végétarien. Et elle te faisait pas que des accompagnements Non, vraiment pas du tout. Alors qu'au début, ils étaient même un peu inquiets pour ma santé et tout. Et évidemment, quand on te dit je vais manifester en ville, ils vont te dire ils sont un peu inquiets quand t'es vraiment jeune. Mais bizarrement, ils m'ont toujours quand même ils sont toujours dit si elle a envie de faire ça, ils m'ont toujours laissé la liberté de le faire. Donc ce qui était où je suis hyper reconnaissante aujourd'hui parce que ça permet aujourd'hui d'être la personne que je suis quoi. Ouais. Même si maintenant je suis bien plus intelligente de ma manière comment aborder les choses, mais voilà. Mais non, mais moi du coup au moment-là je suis j'ai fait ce concept, je suis dans le groupe, mais j'ai aussi un peu ce côté où je suis perdue, je sais pas trop quoi faire. Et du coup un autre cliffhanger, je plaque tout et je pars à New York. Voilà. C'est le moment là. Voilà. Donc là, t'as quel âge à ce moment-là ? 21, 22, je pense. D'accord. Ouais, j'étais déjà majeure du coup en Amérique, mais assez jeune quand même.
Et comment c'est arrivé? J'avais un peu dans ce côté de toujours vouloir apprendre. J'avais envie de faire du café de spécialité, qui était à l'époque pas du tout. Enfin, à l'époque, je parle, c'est pas non plus il y avait pas longtemps, mais au Luxembourg, ça n'existait pas du tout. Et c'était pas du tout la mode, comme aujourd'hui où il y a des coffee shops à tous les coins de rue. C'était pas du tout ça. Et justement, j'avais fait un voyage 1 an avant, tout seul à New York la première fois. À la base avec une copine qui s'est pas fait à la fin qu'elle est venue avec moi, donc je me suis retrouvée 10 jours tout seul à New York. Enfin, ma mère a failli mourir quand je suis partie tout seul, évidemment. Mais j'ai adoré. Enfin, c'était pour moi la ville la plus extraordinaire qui existe sur cette planète. Si on oublie un peu tous les problèmes, politiques évidemment. Mais j'ai adoré et vu que je savais plus trop quoi faire, je me retrouvais plus trop au Luxembourg et j'avais toujours un peu ce côté qui me manquait quelque chose au Luxembourg, mais je savais pas trop qu'est-ce que c'était jusqu'à ce que je suis arrivée à New York et je me suis dit mais cette ville, cette énergie, c'est ça. En fait, ça qui me manque. Et je me rappelle très bien, j'étais un jour, dans la cuisine chez nous à la maison, pas bien et tout, et je me mets assise sur la table et je tape sur Google les 10 meilleurs coffee shops de New York et je prends la liste et j'envoie mon CV vraiment comme ça au 10. Et ma mère à côté, elle pète un plan, elle me dit non mais je veux pas que tu partes. Je dis ma maman, la chance que quelqu'un me répond, elle est vraiment zéro quoi. Une fille au Luxembourg qui dit salut, je m'appelle Michel, j'ai envie de bosser pour toi à New York, c'est impossible. Et elle déjà, elle me dit non mais je sais si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Et bizarrement 2 jours après, on m'appelle en mode salut, je m'appelle Elisa, on se fait un entretien, t'as envie vraiment de venir. Ah ouais. Et c'était un truc totalement inédit et finalement ça s'est fait. Et tu parlais couramment anglais? Justement, l'entretien, je l'ai fait sur la même table je parlais déjà anglais quand même parce qu'on l'apprend, mais quand même l'anglais scolaire. Ouais. Et l'entretien, je l'ai fait avec l'ordi en mode dictionnaire, avec un vrai dictionnaire à côté parce que j'avais peur que peut-être s'il y avait plus d'internet dans la maison, que pendant l'entretien, je pouvais plus parler. Enfin, c'était un vrai stress. Mais ça s'est bien passé l'entretien et finalement oui, elle m'a proposé un job et je suis partie à New York toute seule sans connaître personne. Incroyable. Et t'avais de l'argent de côté pour payer les billets d'avion? C'est ça. Donc ma famille qui m'a aidée avec l'argent de poche que j'avais épargné et c'était vraiment. Et l'appart sur place, c'était pas trop compliqué parce que ça a changé beaucoup depuis le Covid, mais les loyers étaient quand même très élevés. Ouais, c'était quand même très compliqué. Donc j'avais pris un appart déjà meublé, que j'avais loué à distance, donc j'avais jamais vu. L'appart en soi était OK-ish, si on fait abstraction des cafards et des rats dans les parties communes. Maintenant, à Paris, c'était pas choquant, mais moi, à l'époque, au Luxembourg, c'était vraiment choquant d'avoir des cafards dans un appart. Donc, très compliqué. Et surtout, c'était à Harlem. Donc, quand même, quartier pas forcément hyper sain quand t'es une fille de 22 ans tout seul. Beaucoup changé, mais c'était il y a combien de temps? C'était, du coup, il y a 7-8 ans, ouais. Oui, mais effectivement, quand t'es toute seule. C'était quand même pas ouf. Le deuxième jour où j'étais là, il y a un mec qui s'est fait descendre devant mon appart. Donc, c'était quand même... J'étais très très vite dans le bain de New York en mode tu te réveilles, tu fais un peu attention. Tu l'as dit à ta mère? J'avais pas dit, je l'ai dit à la fin des années après. À l'époque je pouvais pas tout lui raconter parce qu'elle était très très inquiète. Mes 2 parents d'ailleurs, même si ma mère elle est plus expressive, mais c'était. Et toi t'avais pas peur du tout? J'avais hyper envie surtout. J'avais vraiment, moi New York c'était mon rêve quoi. Je me suis dit si à un moment donné j'ai la chance de travailler dans cette ville et vraiment vivre pendant une longue période ou une moitié longue période, c'est ce que je veux faire. Et finalement, c'était une des meilleures périodes de ma vie. C'était extraordinaire, quoi. Alors que c'était dur. Des fois, j'étais seule. C'était pas que du bonheur et je travaillais beaucoup, mais t'as accès à des endroits, à des choses. J'ai fait des super rencontres. Mes patrons, c'était des gens formidables. C'était vraiment une super période. Ah, c'est dingue, hein. Super. Et tu faisais quoi, du coup? Tu faisais le café, t'as découvert un peu tout ça? Donc, j'ai travaillé dans le café et finalement, vu que je m'impliquais beaucoup, on me laissait même y aller. Ça me fait un peu penser à toi qui coupais les échalotes. Déjà avant, j'allais souvent dans parce que du coup, à l'époque, c'était un peu la mode du latte art, ça a commencé. Et déjà avant, au Luxembourg, j'avais demandé les clés pour justement pouvoir avoir accès au restaurant et pouvoir m'entraîner au latte art les week-ends et tout ça quand le restaurant était fermé. Je faisais pareil à New York. Et très vite, du coup, j'entraînais les autres baristas dans le groupe et c'était... c'est un groupe aussi à l'époque. Il y avait 5 coffee shops. Ah oui, c'était un groupe. Ça s'appelait comment? Ça existe encore. Ça s'appelle Maman. Okay. Du coup, coffee shop français. Et du coup, moi, étant luxembourgeoise, parlant français, je rentrais un peu dans les cases aussi. J'étais pas non plus... on m'a embauché pas non plus juste parce qu'ils m'ont embauché. C'était un peu aussi, ils embauchaient bien des Françaises ou quoi pour un peu donner de l'authenticité au café. C'était monté par des Français ou pas? Alors, c'était un Français et une Américaine, mais qui habitait à New York. Et, Canadienne, elle est, mais qui habitait à New York. Et à l'époque, il y avait 5 stores. Aujourd'hui, ils sont au 40e, je pense. Ils font 60 millions de chiffres. C'est vraiment... monter un truc énorme avec... Que à New York.
à New York. Maintenant, ils sont aussi un peu partout en Amérique, aussi à Toronto, à Montréal, je pense. Et on est encore en contact. Enfin, c'est les mêmes personnes. Ils sont toujours juste hyper, vraiment pied par terre, super sympas. Et du coup, moi, j'arrive où il y avait 5 stores, où ils étaient en train de plein de périodes de développement. Donc, évidemment, quand tu avais envie de montrer et que tu avais envie de prendre des postes, on te le donnait aussi de la chance. C'est génial. C'était génial. Enfin, moi, c'était une période vraiment superbe. Donc, ça a duré combien de temps ? Ça s'est fini assez net. Du coup, j'avais un visa de 6 mois, un peu plus, 7 mois. Et déjà, quand j'étais là-haut, on parlait déjà pour le renouveler. On était en cours de renouvellement, c'était accepté. Et je voulais, entre les 2 périodes, juste rentrer vers ma famille. Et je devais passer à l'ambassade pour juste avoir un tampon dans mon passeport. Et à l'ambassade, on me dit que pas du tout, que rentrer dans les États-Unis, c'était fini pour moi. On me blacklist pendant 5 ans, parce que il y avait, a priori, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas trop l'explication honnêtement. On me disait que comme quoi c'était pas, parce qu'à l'époque j'étais encore à l'université, que c'était pas le vrai visa. Je travaillais trop, je gagnais trop d'argent, alors qu'il y avait pas vraiment de barème. Combien de temps t'avais travaillé. Enfin, c'est une histoire un peu ambiguë. En tout cas, d'un jour à l'autre, on me dit que je suis interdite de territoire. Comment tu le vis, ça ? Très, très mal. Vraiment très, très mal. Surtout que pour moi, c'était juste une vacance de 5 jours. Déjà, j'avais mon appart là-haut, j'avais toutes mes affaires là-haut, tous mes amis, ma vie était là-haut, quoi. Moi, je ne me voyais pas du tout rentrer. Surtout qu'on parlait déjà à l'époque, là, j'avais un visa pour 6 mois, mais que potentiellement, pendant les 6 mois, on faisait la demande pour les 5 ans à venir. Enfin, moi, je me voyais vraiment rester à New York. Moi, c'est une ville... Bon, après, tu sais, avec le temps, on est plus sage. Aujourd'hui, je me dis, il y avait le Covid qui est passé par là, donc très bien que j'étais ici. Ouais, mais sur le coup, ça doit être un choc, dur, quoi. Très, très, et du très coup, dur. T'as pas pu récupérer tes affaires ? Du coup, il y avait une amie à moi qui m'a aidée, en gros, à renvoyer tout ce que j'avais besoin et qui a un peu fait le tri des trucs. Et pendant 5 ans, interdit de territoire ? Ouais. Oui, c'est à l'américaine. Ultra violent. Ouais, c'était très violent. Surtout que j'ai fait du café, j'ai pas vendu de la drogue. Mais c'est clair, et que t'as tout déclaré, en fait. Parce que si t'avais pas déclaré, peut-être que finalement, ils t'auraient laissé repartir. Mais du coup, ça fait, mauvais visa, ça fait du coup pour eux travail au noir, et du coup, c'est assez sévère, quoi. Voilà. C'est une histoire un peu ambiguë, mais bref. Du coup, je me retrouve au Luxembourg. Et qu'est-ce que tu fais ? Je voulais repartir du coup à Londres pour le café de spécialité. J'avais déjà un poste, j'avais fait des essais et tout, ça me plaisait bien. Et il y a un moment un peu vraiment attaque de panique. Déjà, ça parlait Brexit au moment-là. Et je me suis dit, non, je ne peux pas me remettre dans un autre pays, encore une fois être loin de ma famille et reprendre le risque quand dans 6 mois, de nouveau, on me dit de juste partir, quoi. C'était déjà, ça aurait pu arriver, je pense. Du coup, dernière minute, je leur dis désolé, j'ai peur, je peux pas venir avec Brexit, j'ose pas. Et je suis un peu pendant quelques mois au Luxembourg en mode qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas envie de rester là, je sais pas trop quoi faire. Et du coup, là, on se rapproche avec Jérém bientôt dans mon histoire. Il y a du coup déjà quelqu'un que je connaissais avec lequel on était déjà un peu en contact pour un boulot. Du coup, on se rencontre et il me dit un peu en mode là, arrête tes conneries, là, viens bosser pour nous. Ça fait un moment qu'on te parle que tu viens de bosser chez nous. Viens. Et du coup, je me dis à un moment-là, honnêtement, pas méga envie parce que j'étais vraiment dans une période pas bien, mais je me dis je vais bosser pour eux pendant quelques mois, je vais voir ce que ça donne et ça te mettra en action et au moins je fais quelque chose, au moins ça me laisse le temps un peu de me reposer mentalement, de voir dans quel pays j'ai envie de partir et voilà. Et le resto était où ? C'était du coup au centre-ville, à la gare, un bar cocktail hyper cool à l'époque, encore aujourd'hui c'est hyper cool. Et du coup je rentre d'abord comme barmaid, mais déjà avec l'idée que je reprenne la responsabilité du local que j'ai pris du coup 2 mois après. Mois après, très vite. Ouais, mais c'est déjà prévu un peu comme ça dans leur projet, donc voilà. D'accord. On s'arrête là ? On s'arrête là. Oui, parce que comme ça, c'est le moment twist. Et tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, surtout à Nancy. C'est clair. Et comment ça se fait que tu as récupéré le resto ? Non, mais grave. Donc, tu arrives second. Et qu'est-ce qui se passe ? J'arrive second. Et du coup, c'est un monsieur qui reprend des restos, qui est connu à Nancy, en tout cas, pour entreprendre des restaurants, les faire, les revendre, voilà. Et très rapidement, nous, on s'entend très bien. Je cuisine. Je cuisine bien. J'ai pas de style de cuisine, etc. On recopie ce qu'on a appris, donc les jus, les cuissons de viande, des poissons, donc voilà. Donc très vite, je prends de l'ampleur. Je suis chef très rapidement. Au bout de 2 mois, il me donne les clés. Il me dit, c'est bon, tu gères la cuisine. Voilà, on faisait 30 couverts. Et j'ai toujours eu cette fibre quand même entrepreneur et tout ça. Donc très rapidement, c'est transformé en conversation.
est-ce que tu veux reprendre des parts, machin, oui, non. Enfin voilà, ça s'est transformé très rapidement à ce que j'ai repris l'ensemble du restaurant. Ah ouais. Après, il y a eu les banques, etc. Mais voilà, très jeune, hein, j'avais 21 ans du coup là. Ah, c'est 21 ans. Et énormément d'expérience déjà derrière toi, quoi. Ouais, pas mal d'expérience, ouais, beaucoup d'expérience. Ouais, pas mal d'expérience en cuisine du coup. Ouais. Pas en entrepreneuriat. J'ai une famille d'entrepreneurs quand même avec notre famille d'imprimeurs, du coup, entrepreneurs. Donc, et j'ai toujours été le petit qui était formé pour reprendre l'entreprise familiale à un moment donné. Ah. Donc, j'ai été quand même formé à être entrepreneur. Voilà, j'ai ce son dans l'oreille, en tout cas, qui sonnait, quoi. Je n'étais pas du tout fait pour ça, en tout cas, pour entreprendre à l'âge-là, mais du coup, je l'ai fait. Et ça se passe hyper bien. On est, donc là, je reprends le restaurant, donc 6 mois après. Il s'appelle comment? Rappelle-moi. Qui s'appelait toujours La Poulange. J'ai pas changé le nom. Pardon. Parce que du coup, c'est connu comme ça. On a fait la transition comme ça. Restaurant qui a marché, qui marchait encore mieux quand ça tu l'as s'est récupéré. su. Parce qu'on j'avais 21 ans, j'avais pris que des jeunes parce que le management était plus facile avec des jeunes. Mais du coup, on a une moyenne d'âge de peut-être 20 ans, 19 ans. Et c'était des jeunes et du coup, j'étais jeune aussi. Donc trop de jeunes, ça faisait la fête tout le temps, on sortait. Je savais pas compter. C'est une catastrophe. Mais 6 mois après, je reprends quand même un deuxième établissement. Ah ouais? Ouais, j'avais ce truc. Et pourquoi tu dis que c'est un problème que tu savais pas compter? Parce que je croyais que le chiffre d'affaires, c'était l'argent que tu avais sur le compte, par exemple, tu vois. Donc, tu vois, l'argent qui était sur le compte bancaire, je me suis dit, 100 000 euros, c'est bon, on va péter du champagne en boîte. Et là-dessus, justement, ta famille entrepreneur regardait pas un coup d'œil sur les comptes? Non, il s'avère que c'était, ça fait partie des histoires de famille, mais qui en fait n'était pas, l'entreprise familiale a chuté au moment-là pour à peu près les mêmes raisons. Ah mince. Donc, tu vois, j'étais formé, mais mal formé. Ouais. Je voyais les patrons en costume, j'étais en costume, tu vois, un petit con de 21 ans. Vraiment clairement, mais donc je reprends un deuxième établissement qui est juste à côté, en fait une opportunité, un petit loyer, pas de commerce dedans, la propriétaire qui venait manger souvent dans le premier, qui me dit vous voulez pas vous agrandir, c'est vraiment la porte à côté, et du coup on fait un deuxième établissement qui s'appelait le XO. Ok. Je me demande pas pourquoi. J'ai pris, je pense. C'est toi qui as donné ce nom? Oui. Je sais plus pourquoi. J'ai plus d'idées. Voilà. C'est la sauce XO? Ouais, peut-être. Il y avait ça ou peut-être, je sais plus. Ça venait de quoi. Vraiment, j'ai plus le souvenir du pourquoi, du comment. Et du coup, j'avais l'idée de faire un bar, du coup, qui était novateur pour l'époque, parce que je voulais faire déjà des petites assiettes à partager, etc. Mais ça passe complètement à côté, parce que au lieu de faire des assiettes, je fais des verrines, des trucs moches, pas jolis, etc. Enfin bref. Mais ça marche quand même, on arrive à faire du monde, mais on fait pareil, beaucoup d'amis. Donc l'équipe, on commence à être 12 personnes, même avec les deux. Et ça fait la fête tous les samedis soirs, tous les vendredis. J'avais l'appart au-dessus, tout le monde montait chez moi. Ah ouais, c'était toute ta vie. C'était... Et puis du coup, le restaurant, sans le savoir, perdait de l'argent tous les jours. Sauf que moi, je regardais le compte le matin. C'est bon. Et il n'y avait pas un comptable qui t'accompagnait là-dessus? Si, mais pareil, c'était comptable. J'étais mal accompagné, je pense, dans l'ensemble. Mal conseillé, mal... il s'est passé un truc, de toute façon, c'est la faute, ça reste que de ma faute, de toute façon. Oui. Parce que tu peux pas chercher des excuses sur d'autres personnes. Mais oui, du coup, parce qu'on m'a quand même donné un deuxième restaurant assez rapidement. Donc, j'étais quand même endetté à 21 ans, 22 ans, du coup, avec le deuxième, je pense, de 450 000 euros quand même. C'était énorme, sans avoir d'appart, j'avais juste ma petite Smart et puis des cautions personnelles, mais je pouvais signer n'importe quelle caution, j'avais rien. Donc voilà. Et comment ça se termine cette histoire?
Ça se termine 2 ans après, 2-3 ans après. Donc après avoir changé le nom du deuxième établissement parce que la mairie m'a fait fermer, parce qu'on faisait trop la fête, les voisins se plaignaient. Oui, j'avais au moins 12 plaintes. Il y a eu une descente de policiers vraiment un soir où ils ont dit maintenant c'est fermé. Mais non. Donc j'ai dû refaire un autre restaurant dedans. Enfin voilà, c'était pas mal de petites histoires comme ça. Mais c'était des restaurants quand même qui marchaient. Donc c'était la chance que j'avais. Et là, j'ai dû me remettre en redressement judiciaire du coup pendant 3 ans après, je pense. Donc ça a marché quand même. Le chiffre d'affaires soutenait, mais les charges étaient énormes. J'augmentais les salaires. Ah, t'es gentil, toi. Hop. T'as bien travaillé pour moi. Je réfléchissais pas. Les marges, enfin voilà, je faisais attention à rien. Je faisais attention à ce qui rentrait, ce qui sortait. Ouais. Mais je payais pas la TVA. Je payais pas. Enfin voilà, je laissais passer couler les choses. Et puis d'un coup, quelqu'un des impôts est arrivé, a toqué à la porte. Et puis il m'a dit, tout l'argent là qu'il y a sur votre compte, il n'existe plus en fait. Ah bon? J'ai acheté j'ai acheté un quad, un 4x4, tout sur la société du jour au lendemain. J'ai acheté un quad du jour au lendemain avec la carte bleue de la société. Je dis, ça passera, ça va, pour déneiger le devant, j'avais dit. Donc je me baladais en quad. T'es hyper jeune, t'es pas accompagné. Voilà, oui. Non, mais du coup, j'ai fait toutes les conneries de jeune. Hein, oui, mais c'est ça. Faire la fête, voilà. Au moins, t'as bien profité. J'ai bien profité et la descente... Tes potes ont bien profité aussi. Ouais, tout le monde a bien profité, mais la descente a été dure, quoi. Ouais. Ça a été sévère, ça a été dur. C'était redressement judiciaire, mais je connaissais pas ce mot. Maintenant, je le supporterai bien aujourd'hui. Ça va, je suis à l'aise avec tout ça. Mais du coup, en France, quand tu passes par redressement ou tu frôles la liquidation judiciaire ou je sais pas, peu importe ce qui se passe, en tout cas, quand tu commences à chuter, c'est très mal vu en France. Ah ouais, oui, l'échec est pas bien vu, quoi. Ouais. Donc, ça a été au début un échec, voilà, et très vite, j'ai ce mental à rebondir quand même assez rapidement et puis revenir, etc. Donc, j'ai très vite supprimé tous les amis qui travaillaient sur place. Très vite, ma mère est venue m'aider en cuisine. J'ai écouté ma petite maman en cuisine. Mes parents se sont séparés au moment-là, donc ça l'a aidée aussi. Voilà. Elle cuisine bien, du coup? Non. Non, je lui ai appris. Puis elle est chiante qu'elle va en pas plus. Écouter ce podcast. Non, à l'époque, c'était pour m'aider parce que c'était adorable, machin, mais c'était aussi c'était aussi pour l'aider. Oui. Parce qu'il y avait la séparation de mes parents au moment-là, enfin bref, donc rupture. Bien pour tout le monde. Il y avait rupture familiale au moment, donc vraiment la descente, tout était assez joli jusque mes 21 ans, et après c'était petit à petit une descente, l'entreprise familiale perd en fait de l'argent depuis des années. Enfin voilà, il y a plein de choses où on pensait que tout le monde était à l'aise, content, une belle vie de famille vraiment en soi. Et tout s'écroule assez en l'espace de 6 mois. Moi qui apprends redressement, mais monsieur des impôts qui vient toquer à ma porte, je dis, mais oui, venez contrôler, pas de souci, plein d'argent. Ah non, il me dit, non, vous n'avez pas plein d'argent. Mais plein de conneries comme ça, quoi. Mais qui m'ont formé du coup au métier d'entrepreneur. Du coup, j'ai été formé vraiment au métier d'entrepreneur au moment où ça a commencé à mal aller. Sinon, c'était avant ça, c'était entrepreneur, si tu veux, que tu vois sur les réseaux en costume et puis qui vont essayer de te vendre des formations et tout ça, qui boivent du champagne et tout ça. J'avais cette image-là de la réussite à l'époque-là. Du coup, j'ai très vite brûlé mes costumes et puis très vite remis un bleu de travail. Et puis, je suis reparti vraiment au travail pour redresser parce que c'était des dettes quand même, la pression de la banque, la pression des gens autour de moi, perdre de l'argent. J'avais quand même 400 000 euros du coup. Et du coup, les impôts m'avaient redressé de 200 000. Enfin, en tout cas, j'avais accumulé une dette en tout de 350 000 euros, je pense. Donc il y a ce truc où tu sais pas si tu vas payer, tu connais pas les sociétés en France, comment ça se passe, tout ça. Tous les avocats voulaient pas notre dossier. Oui, ils voulaient
Je disais non, c'est trop compliqué là, partez trop loin. On a fait au moins 5. Je savais pas que les avocats refusaient comme ça les dossiers. Ah bah non plus. Hein. Je ne savais pas. J'étais accompagné de mon frère qui avait 10% dans la société au moment-là. Et du coup, on ne savait pas. On pensait que ça allait bien se passer, etc. On allait se faire conseiller par un avocat qui allait nous guider et puis ça allait aller quoi. Non, 4-5 avocats. On dit là, ça part de trop bas, là, c'est trop loin, quoi. Allez, mettez-vous en liquidation, tout ça. Et je suis tombé sur un avocat qui nous a refait des calculs assez simples et qui nous a dit, vous connaissez le redressement, non? Vous ne savez pas c'est quoi un redressement judiciaire, on ne sait pas c'est quoi une sauvegarde, on ne sait pas c'est quoi une liquidation, on ne sait pas tout ça, en fait. En France, il y a des choses qui sont faites pour protéger les sociétés et que ce n'est pas un échec en soi, c'est juste un processus. Des fois, tu dois passer par là. Et du coup, je suis passé par toutes ces étapes, quoi. Donc, avocat, redressement, virer les comptables, reprendre toutes les factures de A à Z. Je n'avais pas de facturier, donc on faisait les factures à la main, mais toute la TVA n'était pas notée, par exemple. Donc, je ne déclarais pas la TVA. Je ne savais même pas c'était quoi la TVA. Je savais vraiment des trucs basiques, quoi. Ouais, à l'école, ils ne vous parlaient pas du tout de tout ça? Non, CAP. Pas très bon à l'école, je rappelle. Donc... Et CAP, tu es formé au métier de commis de cuisine. Oui. En fin de compte, c'est ça le CAP. Donc, voilà. Au BP, je suis même pas sûr que tu sois encore formé. C'est peut-être encore dans les... Et puis, franchement, ça s'apprend, je pense, vraiment sur le terrain, vraiment. J'ai envie de dire, mais moi, avec le diplôme gestion hôtelière, tu n'apprends pas comment écrire un business plan qui tient la route. Tu n'apprends pas les choses. Tu n'apprends que la théorie. Tu n'apprends pas vraiment sur le terrain comment c'est. Ouais, parce que vous gérez des boîtes, en fait. Des restaurants... c'est dingue, hein. Mais ça se gère vraiment sur le terrain avec l'expérience, quoi. C'est aujourd'hui, voilà. Et du coup, j'ai pas fini mon expérience de cuisinier, on va dire. C'est le processus, tu passes peut-être chef de partie dans un palace, après second, etc. Mais j'ai commencé assez tôt mon processus d'entrepreneur. Ouais. Et après, je me suis remis à la cuisine vraiment des années après, quoi. J'ai cuisiné vraiment pour redresser pendant 2-3 ans pour un peu survivre. Donc, j'étais plus que tout seul au restaurant. Les amis, c'était fini. Et voilà. Et puis, tu t'aperçois que les amis, quand tu n'arrives plus à payer les salaires, etc., ils sont plus là. C'est normal. Hein, voilà. Je sais pas si c'est normal, mais voilà. Mais du coup, ça s'est éloigné au fur et à mesure. Et du coup, tu apprends beaucoup sur... l'humain, beaucoup sur l'entrepreneuriat, beaucoup sur toi-même aussi, parce que c'était des soirées à pleurer, hein, parce que tu sais pas combien d'argent tu vas devoir, peut-être t'as ruiné ta vie en profitant pendant des années. Oui, j'ai pété des Dom Pérignon en boîte, mais mais du coup ça et donc voilà. Et du coup c'est là que moi, à côté de ça, pour essayer de gagner ma vie, et parce que le restaurant remboursait ses dettes et mon travail sur le restaurant rembourse les dettes. Et en attendant, moi, je commence à aller au Luxembourg. Donc le matin, je vais au Luxembourg. On se rapproche. Et on n'a plus que et voilà. 10 minutes. Maintenant, on a 2 restaurants et voilà. Venez manger chez nous dans le 18 et dans le 9. Et voilà. Mais il faudrait limite faire une V2, quoi. On fera la suite après. Donc tu arrives au Luxembourg et vous vous rencontrez, c'est ça? Non, moi j'ai commencé... c'est long. Hein. Moi j'ai 35 ans, hein, mais t'as dit dans les détails, donc moi je continue. Hein. Alors... mais à chaque fois, j'ai pas calculé le fait que oui, il y a 2 personnes, quoi. Ah, oui. C'est long. T'as pas calculé les détails. Non, j'ai commencé dans les cantines, etc. Et très vite, on travaille assez rapidement dans le même groupe. 1 ou 2 ans après, moi je travaillais au Luxembourg dans des petits trucs pour juste avoir le salaire et que les impôts me le prennent pas tout de suite. C'était ça ma stratégie. Ouais, tu m'étonnes. Bon, après, ils te retrouvent forcément à un moment donné, mais c'était juste pour pas cacher de l'argent, parce que pour avoir un sursis. Mais pour juste avoir un peu de temps, quoi. Ouais. Parce que moi, le moins d'argent qui est rentré sur mon compte, c'était pris, quoi. Parce que j'étais aussi endetté personnellement. Donc, à chaque fois, c'était compliqué. Donc, le Luxembourg qui était à côté, donc je faisais les allers-retours. Le matin, je travaillais dans un endroit. Le soir, je revenais au restaurant pour faire tourner le restaurant. Ah ouais. Ça a duré pendant 6 mois, 1 an. Et après, j'ai fait reprendre par quelqu'un le redressement. J'ai fait comme une vente à un ancien employé à moi, en plus, qui
Et du coup, ils ont géré le redressement et je me suis reconcentré, moi, sur le Luxembourg et je refais une carrière au fur et à mesure, quoi. Ok, parce que le Luxembourg t'a plu? Le Luxembourg m'a plu, c'était une nouvelle vie, en fait. C'était vraiment l'occasion, en fait, de tourner une page, en fait. Un nouveau pays, une nouvelle vie. Personne te connaît, t'es inconnu, voilà, c'était assez cool. Les impôts qui viennent pas te chercher tout de suite, ils sont venus à un moment donné, hein, mais c'était vraiment une bouffée d'air, quoi. J'ai commencé à vivre, après 2 ans de redressement, de galère, etc. On savait pas comment on allait faire, donc c'était une bouffée d'air, quoi, le Luxembourg. C'est dingue. Je savais pas que t'avais traversé tout ça. Et la ville était assez cool. Et ça m'a plu. Et du coup, on a très vite travaillé. J'étais dans le même restaurant là-bas. J'étais chef. Je sais pas si j'étais chef avant que toi tu sois responsable. Mais oui, j'étais chef du restaurant, le Paname, qui s'appelait. Qui s'appelle toujours Paname, qui existe toujours. Ça s'appelle toujours Paname. Voilà. Et toi, t'étais à quel poste à ce moment-là? En fait, toi, t'étais déjà parti du Paname. Enfin, je pense que t'as commencé en tant que chef au Paname et puis il faisait l'ouverture d'un nouveau restaurant, du même groupe. Au moment où moi j'arrivais, et en fait l'idée c'était que Jérém il passe, je pense au moment où il était en train de passer chef exécutif du groupe, donc déjà il montait un peu et moi du coup moi j'avais la responsabilité en gros du Paname, enfin juste un des restaurants. Et pour comment on s'est mis ensemble, c'était un peu qu'il m'invitait à prendre des cafés. Et moi, je me suis dit, il doit faire ça avec tous les responsables des restaurants pour savoir comment ça se passe dans chaque établissement, quoi. Toutes les femmes faisaient ça, en tout cas. Et à un moment donné, je me suis dit, si en fait, il fait ça avec chaque responsable de chaque restaurant, en fait, le mec, il passe quand même beaucoup de temps à prendre des cafés. Et c'est là où j'ai un peu capté que peut-être il y avait autre chose derrière tout ça. Et du coup, on s'est mis en couple. On l'a assez rapidement aussi dit aux patrons qui l'ont bien pris, étonnamment. Un peu rapidement, mais pas trop. Quand même 6 mois, quand même, de stress, à se cacher, à machin. Non, 2-3 mois. Ah oui? Ouais, 2-3 mois. Mais c'était beaucoup de stress et de se cacher. C'était beaucoup de stress, de se cacher, Ouais, et aussi nous, déjà, on voulait être sûr que ça tient la route. Ouais, c'est clair, oui, parce aussi, que tu dois l'annoncer publiquement alors que tu sais même pas toi. Et surtout, moi, peut-être toi, ça aurait été moins grave, mais en tant que femme, surtout dans des postes un peu de responsabilité, déjà, tu as du mal un peu à t'imposer. Et si en plus, tu sors avec quelqu'un du groupe, c'est pas forcément hyper bien vu. Et puis, il en a déjà un peu su comme ça se voyait quand même. Il y avait beaucoup de gens. J'étais beaucoup au qui Paname. demandaient, Du coup, en chef exécutif, je m'occupais beaucoup du restaurant où Michel était, du coup. Ok. Pour le coup. Et même ça se sentait dans les équipes, quoi. Donc voilà, c'était un peu compliqué de se cacher. Et du coup, on leur a dit, ils l'ont hyper bien pris. Et puis, il y a Covid qui est arrivé. Donc, le fameux. Mais là, au moment-là, on était sur des postes quand même. Michel était gérante opérationnelle de tout le groupe et moi, j'étais chef exécutif. Donc, il y avait quand même 300 employés en dessous. Enfin, pas en dessous de nous. C'est péjoratif de dire ça. Mais que vous managiez. Qu'on manageait, voilà. Donc vous étiez 2 personnalités hyper importantes pour le groupe en plus. Et on s'investissait beaucoup pour le groupe. C'est encore des amis à nous aujourd'hui, des gens adorables, avec qui on s'entend beaucoup. Et du coup, voilà. Et le Covid, c'est vrai que le Covid est arrivé, mais c'est vrai qu'on avait déjà, au bout d'1 an ensemble, on discutait déjà d'entreprendre un restaurant, de chercher, on savait pas trop où. Enfin voilà, moi je voulais pas trop bouger, Michel voulait un peu plus bouger. Ouais, moi, j'étais sûre que, avec mon expérience de New York, moi, j'étais sûre qu'il fallait partir. Ouais, voilà. Et moi, j'adorais. Moi, Luxembourg, c'était ma renaissance, donc j'aimais beaucoup cette ville. Moi, j'ai reconnu de l'argent, mais avec la maturité que j'avais pris avant. Donc, c'était quand même. Avoir un salaire quand même très correct, rien qu'un appartement. Dormir dans un lit. Moi, j'ai fait de la coloc pour économiser à un moment donné. Je vivais un peu à droite, à gauche. Et voilà, quoi. Donc, Et comment vous avez trouvé? Là, on va un tout petit peu accélérer, même si j'aime pas du tout ça. Ah non, moi, je vais continuer. Quelle était la vision de ce que vous vouliez faire, de ce que vous vouliez apporter et comment vous l'avez développé? L'idée, du coup, c'était de chercher une capitale, en l'occurrence Paris, pour des raisons de langue, de proximité, et aussi parce qu'assez vite, on a trouvé le local, du coup, qui est maintenant Pristine, qu'on a beaucoup aimé. Rue de Maubeuge. Rue de Maubeuge, numéro 8. Pour le petit fun fact, on avait visité un local avant qu'on avait beaucoup aimé, que finalement, on n'a pas pris, et aujourd'hui, c'est là où se trouve Vivide. Mais non! Donc voilà, donc ça ferme le cercle des visites des restaurants. Mais oui, du coup, on trouve le local, ça se passe bien, c'est dur de trouver les financements avec la banque, mais on arrive, on s'accroche.
Du coup, avec l'idée d'ouvrir un bistrot un peu cool tous les jours, presque que végétal. Enfin, c'était pas végétarien à l'époque, mais quand même axé sur sur les légumes. Et surtout, on travaillait en direct producteur, pour vraiment retrouver un peu le sens dans ce qu'on fait. Enfin, c'était hyper important pour moi. Et du coup, ça se passe plutôt bien au début et assez vite très mal pour les travaux et toute l'ouverture. Donc, on retraverse quand même une période très, très dure tous les deux. Pourquoi ? Parce que les travaux prennent trop de temps parce que mauvais entrepreneur, mauvais architecte, très très compliqué. Nous, c'était notre argent propre, donc du coup, pas juste financièrement, on pouvait pas remettre à chaque fois, voilà. Donc on s'occupe assez rapidement des travaux, quoi, de la finition, en tout cas des travaux, enfin pas de la finition. Parce qu'on a quand même fait de la plomberie, du béton, voilà, donc c'est pas de la petite finition, quoi. C'était c'est clair, du gros œuvre, quoi. Ouais, c'était quand même du gros œuvre, quoi. Donc les premières expériences d'entreprendre vraiment quelque chose, quoi. Mais on était obligés, quoi. On n'avait plus l'argent, on n'avait plus de quoi soutenir et rechercher un autre entrepreneur pour remplacer celui existant. Donc on s'y est mis. Et du coup, tu te retournes vite un peu sur tes pieds en te disant, avant, tu es dans un groupe, c'est cool, tout se passe bien, tu as des gens pour tout. Et là, tu te fais un peu le rêve de partir à Paris ou un truc. Et très vite, tu te dis non, c'est pas facile, il n'y a personne déjà qui t'attend. Et surtout, tu connais personne. Donc, tu tombes forcément sur des personnes qui sont peut-être pas les plus bienveillantes qu'il y a, qui profitent de toi, de ton manque d'expérience. Mais on y arrive, on ouvre. Et deuxième descente, justement, personne t'attend, tu connais personne. Donc, on ouvre le restaurant et il n'y a personne. On fait des services à 0, on fait des services avec une table. C'était gênant. C'était très gênant. En plus, en plein été, donc où il n'y a personne à Paris. C'est gênant. Est-ce que c'est pas normal aussi ? Vous vous attendiez pas mais qu'au comme début, nous, on a connu des ouvertures au Luxembourg. On faisait des ouvertures de restaurants au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est un village. Donc, le moindre truc qui ouvre, c'était complet, mais avec une queue devant, quoi. Ah oui. Et du coup, là, à Paris, on s'est dit, ça va être cool, le concept est bien, et tout ça. On s'est dit, on va ouvrir les portes un samedi soir. Bon, t'avais une table. Donc voilà, qu'on connaissait. En plus, les voisins, donc super. Voilà. Mais oui, assez rapidement, quand même, à la fin, ça se passe bien. Dans le sens où on nous conseille quand même de prendre une agence de presse, on nous explique un peu comment ça se passe à Paris. Il y a des articles qui tombent qui sont super, on intègre le fooding, on reçoit 3 écotapes, il y a plein de choses comme ça qui s'enchaînent. Ouais. Ça allait très vite quand même. Ça allait finalement très vite et on se retrouve dans un autre problème, celui d'être méga full, de ne pas avoir les équipes prêtes parce qu'évidemment on faisait... tu peux pas même toi te préparer à faire 100 couverts alors que tu en as fait 20 la semaine d'avant. C'est quand même... c'est différent. Donc une autre sauce, mais du coup hyper bien parce que du coup tu es super content que ça tourne, de voir ton restaurant full qui tourne. Et finalement, c'est un peu les bonnes ondes qu'on a gardées, quoi. Après, évidemment, c'est un peu calmé aujourd'hui parce que voilà, on est plus nouveau et si en général peut-être une période pas forcément de folle pour les restaurants, mais en tout cas, on est toujours très content, quoi. Ça se passe bien. On fait des bonnes relations avec nos fermes avec lesquelles on travaille. On commence un peu à se poser avec ce qu'on fait et à être content avec ce qu'on fait. Et du coup, l'idée qui naît pour ouvrir un deuxième restaurant assez rapidement aussi. Donc, voilà. Et un restaurant différent du premier. Exactement. Donc, avec du coup une approche plus gastronomique. Justement dans l'idée de se dire, du coup aussi, de nouveau, avec l'idée de végétaliser plus les assiettes. Donc déjà, Pristine qui est passée en végétarien, du coup, il y a plusieurs mois. Et de se dire, en fait, au-delà de ça, si on a envie d'aller choper du gastro et faire quelque chose, autant faire vraiment full niche et se dire, OK, 100% végétal. Surtout aussi parce qu'on avait déjà les producteurs qui font selon moi, des meilleurs légumes en Ile-de-France. Donc, après, je suis très biased pour dire ça, donc c'était pas très objectif, mais voilà. Mais heureusement que... Et du coup, on se dit ça. Et du coup, ça fait un peu plus que 2 mois, que Vivide est ouvert. Donc, Et alors, par rapport à l'ouverture de Pristine ? Tout aussi dur, quand même. Parce que, pareil, on s'est dit, avec Pristine, on a un peu de notoriété, ça va aller vite. Mais non, en fait, on recommence à 0. On n'est pas connu, assez connu. Et du coup, il faut redémarrer, comme ça rappelle un peu Pristine, quoi. Sauf que là, on a géré les travaux de A à Z, on a géré nous vraiment tout, que ce soit la déco, que ce soit les détails et tout ça. Il n'y a rien qui est passé à travers. C'est dingue.
Donc ça, c'était la bonne idée. Et ça s'est quand même développé beaucoup plus vite aussi, quoi. Donc là où c'était Pristine, où c'était 3 mois, Vivid, c'était 3 semaines ou 1 mois. Enfin, en gros, on a un peu eu tous les mêmes soucis qu'on a eu à Pristine, mais on les a gérés beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Vous n'aviez pas d'archi et d'entrepreneur, du coup, c'est vous qui avez tout fait? C'est ça. Il y a une mini-partie qui a été faite par un entrepreneur, mais quand même vraiment une petite partie, quoi. Juste les vraies grosses œuvres. La démolition, c'est les trucs chiants. Sinon, ouais. Mais oui, en plus, il y a une vraie démarche en plus dans ce que vous avez fait. Enfin, vous avez même réutilisé les chutes, c'est ça, de béton pour faire les tables. Il y a du marc de café, c'est ça, au mur. Exactement, et tout. Enfin, Du coup, c'était quoi l'envie avec Vivid? Donc, c'est de proposer un gastro végétarien. Exactement, enfin végétal du coup, enfin vegan pour le coup. Oui, j'ai appris qu'on disait plus vegan, qu'on disait végétal. C'est un peu nous qui disons ça. On a un peu l'impression que le mot vegan, c'est un peu culpabilisant et qui a été mal utilisé, donc on préfère dire végétal, mais en vrai, c'est la même chose, quoi. Et je pense un peu aussi de la mode de tous les restaurants végétales qui disent pas forcément qu'ils sont vegan, parce que ça peut peut-être un peu faire peur peut-être aux gens ou donner une mauvaise idée de la cuisine, alors que c'est une cuisine aussi gourmande et joyeuse que toute autre cuisine. Enfin, où elle peut l'être si elle est bien faite. Donc, et c'est la preuve des restos qui sont pleins quand même. Ouais, c'est clair. Je pense au Faubourg des Manches, je pense au Maslow, enfin les restos. Voilà, il y a Mehdi qui était au podcast avant, donc je pense à lui. Mais voilà, où ils disent pas et ça marche hyper bien justement. Il y a une clientèle qui, des fois, qui sait même pas, je pense, où ils mettent les pieds et finalement ils sont juste convaincus par la qualité. Et c'est un peu la même chose qu'on avait envie de faire de nous aussi. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que vous vous serrez les coudes entre restaurateurs qui avaient cette même démarche? Alors, serrer les coudes, oui et non. Je pense qu'on a quand même une partie de la clientèle qui est similaire, surtout avec Pristine et les deux autres, on a, et Maslow et Dément, du coup, on a une partie qui est similaire. On s'entend bien, on se connaît, parce qu'aussi, on va manger les uns chez les autres, un peu, parce que c'est aussi les cuisines qu'on aime bien. Et on avait cuisiné justement avec Mehdi à un event. Après, serrer les coudes, je pense... pas forcément plus que ça, parce qu'on n'est pas en contact non plus journalier. Mais en tout cas, pour ma part, souvent, quand même, quand on me demande votre adresse, je donne évidemment leur adresse, parce que c'est juste logique, et on aime bien ce qu'ils font. Donc c'est juste aussi par conviction qu'on envoie les clients vers eux. Mais en général, quand même, peut-être plus avec les voisins, on serre plus les coudes, parce qu'on est juste plus en contact, parce qu'on se croise plus. Bien sûr. Ou quand même, ou moi, justement, j'avais plus peur qu'il y avait une concurrence à Paris. Je suis assez étonnée du fait que, oui, il y a peut-être une concurrence, parce que c'est normal, mais qu'on s'entend tous très très bien et qu'au contraire, je trouve qu'on est hyper bien accueillis et qu'il y a beaucoup plus de bienveillance que ce que j'aurais cru au départ. Wow, ça, c'est bon à entendre. Et ça va, du coup, ça t'a réconcilié avec Paris après tes premières expériences? Ça m'a réconcilié avec Paris. On a une autre expérience de Paris. On est en vélo, là, aujourd'hui. Fini la Smart. Fini la Smart, ouais. C'était, c'est différent. C'est différent. C'est une autre expérience. Et puis, c'est cool. On n'habite pas en banlieue aussi, je pense que ça fait une grande différence. On n'habite pas en banlieue. Et c'est... Non, c'est cool. Et de quoi vous avez envie pour la suite? On ne sait pas. Ouais, non, je rigole. C'est un projet après l'autre ou Non, c'est pas... Là, celui-ci, en tout cas, Vivid, pour notre part, c'est un aboutissement quand même de pas mal de choses. Ça va être un restaurant gastronomique, végétal. On s'est rencontrés sur le végétal il y a quand même 4-5 ans. C'était le restaurant qu'on voulait faire depuis un moment. Pristine aussi, c'était pareil. Mais Pristine, on était encore hésitants, on n'était encore pas matures sur ce qu'on voulait faire, etc. Et là, c'est encore un niveau au-dessus, c'est assez fou. Et là, on est mature aujourd'hui, que ce soit mentalement, même physiquement, nous, en tant que couple, on est beaucoup plus fort qu'à l'époque. Et on peut prendre beaucoup plus de poids sur les épaules. Donc là, on veut finir vraiment ce projet et puis après faire d'autres choses, mais peut-être pas forcément dans la restauration ou toujours à côté de la restauration, mais pas forcément un groupe de restaurants, quoi. Ok. Voilà. Ouais, parce que peut-être on n'aurait pas dit il y a 5 ans, mais on s'est quand même rendu compte que nous, on a envie d'être sur le terrain aussi et que, à terme, si tu as 5-6 restaurants, tu peux plus l'être et c'est normal. Tu gères plus que l'administratif. Et je pense qu'on est quand même beaucoup motivés déjà par être sur le terrain, être avec les équipes, être aussi avec les clients, avoir les rencontres. Enfin, je pense pour nous deux, c'est ce qui nous anime beaucoup. Et du coup, ça exclut évidemment quand on a 1000. Donc, c'est clair.
Et surtout aussi, là, ça fait que 2 ans, 2 mois que Vivid est ouvert, que c'est encore en pleine période d'ouverture. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique de qu'est-ce qu'on fait après. C'est plus vraiment déjà, on a envie que ça marche, même si là, ça marche bien. Mais voilà, c'est sur 2 mois. Donc, il faut qu'on stabilise ça, que ça se finit bien, que ça prend un roulement régulier qui est bien. Et qu'on gère aussi les équipes entre les deux. C'est aussi un peu aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Et puis à voir dans 1 ou 2 ans ce qu'on a envie de faire, je pense. Ah, c'est dingue, mais ça y est, dans quelques mois déjà. Oui, c'est toujours moi qui freine un peu, sinon... Mais ça y est, je commence à comprendre en fait, avec tout ce que vous avez fait avant et tout, parce que vraiment, moi, le jour où j'ai mis les pieds chez Vivid, j'ai eu la chance de venir la semaine qui précédait l'ouverture pour les testings. Et j'ai trouvé ça, mais tellement abouti. Pour une phase de testing et tout machin, c'était exceptionnel. Aussi bien dans l'assiette que tous les détails, en fait, que ce soit même dans la construction, dans tout le service, tout était incroyable. T'étais venu le 3e jour aussi du testing. Le premier jour, c'était pas le cas. Alors, va au testing du 3e jour de n'importe quel resto. C'est très rare que ce soit aussi, mais la barre est vraiment très très haute. C'est exceptionnel. Vraiment. Et moi, j'ai pas forcément. Je recherche pas du végétarien ou carnivore ou peu importe. J'y suis allée avec curiosité, par amitié. J'aime beaucoup ce que vous faites chez Pristine. Mais alors là, je me suis dit, je suis passée dans une autre sphère et je ne fais qu'en parler à tout le monde en fait. C'est extrêmement gourmand, mais en même temps, on ressent... je vais pas vous mettre mal à l'aise, mais c'est vraiment... il s'est passé quelque chose et donc je suis trop contente de connaître maintenant toute cette histoire, même si on se voyait, souvent, là, d'avoir pris le temps un peu de tout ça. Et je comprends que vous avez une très grosse force de caractère, vous avez beaucoup bossé, vous avez énormément d'expérience et je pense qu'on n'est pas sorti encore de l'auberge pour savoir ce que vous allez faire ensuite. Donc, j'ai trop hâte de suivre tout ça. Je suis dégoûtée de devoir terminer maintenant. J'ai des petites questions de la fin. Je vais peut-être les trier parce qu'on a 1 minute. On peut faire court. Alors, déjà, merci beaucoup pour tous les compliments. Merci. Avec plaisir. Merci pour votre confiance et pour votre temps parce que je sais qu'il est très précieux et que vous avez un service ce soir. Peut-être du tac au tac, un resto chouchou ou un endroit chouchou, que ce soit un coffee shop, une épicerie, un resto, le premier qui vous vient. Moi, celui de Michel. Oui. Parce que c'est elle qui choisit à chaque fois. Moi, tu sais, on a déjà parlé en privé. Pour moi, c'est tout le groupe Septime. C'est pour moi les meilleurs. Il y en a un dans le groupe que tu préfères Je pense Clamato parce que c'est celui où c'est le plus facile peut-être à avoir accès. Quoique, quand on se retrouve souvent à la cave du Septime, s'il n'y a même plus de place à Clamato, et c'est juste en face, donc on va prendre un petit verre. Et même vrai. Là, c'est exceptionnel. Et voilà, c'est... Au-delà de la qualité, le fait d'être encore au niveau là, après tant d'années, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas le seul, mais pour moi, c'est toujours ma première réponse. Vous les avez rencontrés On s'est rencontrés déjà, et surtout, c'est eux les fondateurs de la ferme avec laquelle on travaille. Donc, du coup, voilà. Comme quoi, les liens, voilà. On est assez fans d'eux, et du coup, oui, on est très contents de travailler avec la ferme aussi. Ah, c'est génial. J'interviewe dans le podcast des gens qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur malgré les peurs. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens qui n'osent pas justement passer à l'action ? Vas-y. Moi, je suis de mauvais conseils parce que moi, je pense que sans Jérém, j'aurais jamais vraiment fait parce que j'avais été quand même quelqu'un de très peureuse. Mais t'as quand même fait plein de choses. Oui, mais le fait, je pense que ce qui change quand t'es à ton propre compte et quand t'as surtout des salariés, c'est que t'es pas juste responsable pour toi, mais t'es surtout responsable pour aussi qu'il y a les salaires aussi à la fin du mois sur le compte des gens. Je pense moi, surtout au début, ça me stressait énormément. Encore aujourd'hui, c'est quand même le plus grand stress. Bien sûr. Je pense c'est de se trouver un très bon comptable, un très bon avocat, pour aussi faire suite à l'histoire de Jérém, mais surtout de se dire, en fait, il faut juste le faire parce qu'à un moment donné, tu n'auras peut-être plus le temps de le faire ou tu es peut-être dans un autre moment de ta vie où tu auras juste, on peut toujours faire à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, mais où ce sera beaucoup plus difficile. Et je pense le regret, après, de ne pas avoir fait, il est beaucoup plus grand que de regret d'avoir fait et d'avoir échoué. Je sais que ça aide pas forcément, mais voilà. Si, ça peut aider. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, à part le faire, effectivement, moi j'ai toujours cette mentalité-là, même dans les cuisines encore. On ne se pose pas pour... il y a beaucoup de cuisiniers qui disent « Ah oui, j'aimerais bien faire ça, ça. » Fais-le. Je passe très vite du raccourci à... Action-réaction. Voilà, ça va très vite là-dedans.
C'est pour ça qu'on a réussi aujourd'hui à entreprendre aussi rapidement aussi. Si aujourd'hui on a fait l'électricité, et on a dû passer un CAP électricien, Michel a dû passer un diplôme d'architecte, j'ai passé le CAP plomberie et on a dû faire tous les travaux. Après, ça c'est pas forcément conseil à tous de faire la même chose, mais... Non, mais je veux dire, une fois qu'il y a des obstacles et tout ça, on aurait pu dire non, on va pas ouvrir un deuxième restaurant parce que c'est compliqué, l'entrepreneur, on sait pas, etc. Non, refais et tu prends de l'expérience et t'avances en fait comme ça. Oui, c'est ça. Et t'aviseras en faisant, quoi. Et t'aviseras en faisant. De toute façon, tu pourras jamais faire un truc parfait. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui parlent d'ouvrir depuis des années, qui regardent les annonces, regardent le local. Prends-le. Ouais. Regarde celui-ci, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait des années. Je réfléchis aux recettes. Non, réfléchis pas aux recettes. Non, faut y aller. C'est à la fois c'est facile à dire, mais moi j'ai pas grand-chose, mais voilà, j'ai au moins ça. Petite dernière question. Avant qu'il toque. Un produit, si vous êtes invité chez des gens, que vous amèneriez pour leur faire découvrir, que ce soit salé, sucré, liquide. Vas-y. Wow. Parce que j'amène toujours, c'est toujours du vin. Donc, c'est pas très fun, mais soit des bulles, soit peut-être le vin de macération qu'on adore et qui marche hyper bien en accord. Si je devrais dire un produit, c'est dur là de dire un truc comme ça. Je réfléchis aussi, je suis pas endormi. Mais non, je sais pas. Ouais. Parce qu'on n'est pas invité en fait chez les gens. Et tout le monde vient chez vous, quoi. Ouais. Peut-être pas d'amis, donc. Un produit que nous, on a découvert qu'on adore et qui marche hyper bien avec les légumes. Bon, du coup, pas à Vivide, vu qu'on est cache végétal, mais c'est le miel de sarrasin qu'on adore mettre, nous, sur les légumes. Ça marche hyper bien. Voilà, si je devais dire un truc... trop bien. Peut-être c'est ça. Et c'est vrai qu'on a fait quand même découvrir pas mal le beurre fumé quand même qu'on ramène quand même. Ça vous en ramenez chez les amis? On peut en ramener si on aurait des amis, mais... et maintenant, vous pouvez ramener le tarama aussi. Oui, voilà. Le tarama végétal de Vivide, exceptionnel. Hein. Ah ouais, il est bien. C'est pas parce qu'on l'a fait, mais parce que c'est vrai que on l'a fait assez rapidement, en plus, le tarama là. Mais d'ailleurs, on peut vous en demander, typiquement pour les fêtes. Enfin, les fêtes seront passées, je pense, quand je diffuserai l'épisode. Ouais. Mais on n'a pas trop fait, mais je pense que ça fait partie des choses que là, on est juste en mode... déjà, on veut juste faire les services. Là, on commence à être on est en tout mode... le temps. Donc, oui, non, c'est clair. On veut juste déjà faire... J'avoue, moi, je commanderais bien un pot. Hein. Mais des idées. Et dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à la petite Michel et le petit Jérémy s'ils étaient à côté de vous maintenant? C'est bien comme question. Ouais. Moi, j'y pensais là, parce que là, on est vers fin de l'année et je me fais toujours un peu mon recap de l'année. Et je pense qu'elle pourrait être très fière d'elle. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent comme ça, mais je pense que c'est ça. Moi, je l'avais retiré sur la vie, sur le début de la vie, parce que moi, j'ai complètement changé du tout au tout aujourd'hui. Je suis le contraire de ce que j'aurais pu être un petit, etc., envie d'avoir une belle voiture, envie d'avoir une grande maison, une famille, voilà. Et du coup, donner quelques petites cartes, dire non, tranquille, la vie est belle aussi sans tout ça, et prends un peu de temps aussi pour toi. Voilà. Je sais pas. Je dirais ça. Ouais. Moi, je n'étais plus hautaine, du coup, peut-être de dire ça, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent de soi-même. Mais et je pense que c'est important, et surtout, tous les erreurs aussi qu'on a fait, ça a fait qu'on est, celui qu'on est, ceux qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est bien. Il faut passer par des chemins, et il faut juste se dire, malgré toutes les épreuves qu'on a vues tous les deux et qu'on va encore voir, franchement, on m'aurait dit ça quand on était au point là, ici, il y a 10 ans, quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais jamais de la vie, on n'y va jamais, donc c'est plutôt bien. Très bien, on finit sur une bonne note, Wanda. C'est clair. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à toi. Il est temps d'aller chez Vivide. Et moi, ça m'a donné très, très envie d'y retourner très, très vite. Donc, on se reverra très bientôt. Trop cool. Merci, Jérém. Merci, Michel. Merci, Wanda. Merci à toi, Wanda. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Avec Wanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.